Il pensait que le silence qui suivait la gifle de sa mère était le son de mon humiliation. Il s'attendait à ce que je m'enfuis en pleurant de la table, laissant ma dignité sur le sol carrelé de la maison de verre. Mais alors que je goûtais le sang et que je regardais mon mari étudier son verre de vin au lieu de me défendre, j'ai senti un calme froid s'installer. Il n'avait aucune idée qu'ils étaient assis dans un restaurant que je possédais secrètement, mangeant de la nourriture payée par la fortune que je lui avais construite. Je m'appelle Nathalie Reyes, et pour le monde extérieur, plus précisément le monde glamour et filtré que mon mari habite, je suis une femme au foyer de 35 ans avec une chance insolente. Selon le récit que sa mère aime raconter lors des déjeuners de charité, je suis l'épouse compréhensive qui a croisé l'orbite d'un brillant entrepreneur autodidacte, une femme dont la plus grande décision quotidienne consiste à choisir entre pilates ou yoga. Il voit les vêtements de créateur et le comportement discret, et il suppose que je ne suis qu'une passagère dans le véhicule à grande vitesse du succès de Derek. Ils ne savent pas que j'ai construit le moteur. Ils ne savent pas que j'ai versé le carburant, et ils ne savent certainement pas que le sol même sur lequel ils sont sur le point de marcher ce soir m'appartient. Je me suis tenu devant le miroir en pied dans le couloir de notre maison coloniale de banlieue, une maison que j'ai achetée par le biais d'une fiducie il y a 2 ans, et j'ai ajusté la bretelle de ma robe de soie émeraude. Elle était vintage, discrète et chère d'une manière qui n'attirait pas l'attention. C'était la différence entre moi et les Vaughn. Ils aimaient l'argent qui criait. Je préférais la richesse qui chuchotait. Mon reflet montrait une femme qui avait l'air calme, peut-être un peu fatiguée autour des yeux, mais posée sous la surface. Cependant, mon esprit parcourait les bilans et les marges bénéficiaires. Il y a 7 ans, j'avais vendu Brightside Logic, la start-up technologique que j'avais cofondée, pour une somme qui signifiait que je n'aurais plus jamais à travailler un seul jour de ma vie. Mais je n'étais pas faite pour les loisirs. J'avais discrètement canalisé une part importante de ce capital dans la création de Reyes Hospitality Group, une société de portefeuille protégée par des couches d'anonymat et des administrateurs désignés. Je possédais 6 des restaurants les plus performants de la ville. L'un d'eux était le Glass House. Et c'était exactement là que Derek m'emmenait ce soir pour célébrer son nouvel accord. Nathalie, tu viens? Mère déteste qu'on soit en retard. La voix de Derek montait des escaliers, tendue par une impatience qu'il essayait de masquer. J'arrive, répondis-je, ma voix ferme. J'ai ramassé ma pochette et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il y avait un texto d'Eleanor Vaughn, ma belle-mère. Il disait, « Je suis impatiente de te voir. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur l'avenir ce soir. » Mon estomac se serra, non pas de peur, mais d'une fatigue familière. Eleanor était une femme qui croyait que le soleil se levait et se couchait sur les épaules de son fils. Pour elle, j'étais la fille de la classe moyenne avec un nom de famille latino qui avait en quelque sorte piégé son garçon en or dans le mariage. Elle me tolérait parce que j'étais présentable. Mais elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler la hiérarchie. Elle critiquait mon choix de vin, mon manque de connaissances sur l'histoire du country club spécifique qu'elle fréquentait, ou ma carrière dans l'informatique, qu'elle considérait comme un travail d'ouvrier effectué dans un bureau. Elle ne m'avait jamais ouvertement insulté en public, préférant la mort par la méthode des 1000 coupures de condescendance polie. Mais ce soir, c'était différent. L'expression « conversation sérieuse sur l'avenir » avait un poids qui ressemblait moins à une conversation qu'à une sentence. Je suis descendu les escaliers. Derek attendait près de la porte, vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. Il était indéniablement beau dans son costume bleu marine sur mesure, l'image même de la réussite moderne. Il ajusta ses boutons de manchette, un cadeau que je lui avais acheté pour notre 3e anniversaire. « Tu es superbe, dit-il. » Mais il ne me regardait pas. Il regardait au-delà de moi, ses yeux absents, son esprit clairement ailleurs. Nous devons nous dépêcher. La circulation va être un cauchemar. Depuis 3 mois, c'était notre rythme. Derek était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il parlait par phrases courtes et coupées. Il prenait des appels téléphoniques sur la terrasse à 23 heures, prétendant que c'était juste des opportunités ou des relations avec les investisseurs. Pourtant, le spectacle continuait. Il achetait toujours des cadeaux coûteux avec les cartes de crédit que je remboursais. Il publiait toujours des photos de nous sur Instagram avec des légendes comme « Mon rock » et « Soirée en amoureux avec la reine », créant une réalité numérique qui ne ressemblait en rien au silence glacial de notre table de petit déjeuner. Nous sommes montés dans la Mercedes Classe S, le cuir était frais contre ma peau. Alors qu'il sortait de l'allée, le silence dans la voiture était lourd, pressurisé comme la cabine d'un avion avant les turbulences.
Alors, dit Derek, se raclant la gorge alors que nous nous engagions sur l'autoroute, à propos de ce soir. Maman est un peu nerveuse ces derniers temps. N'est-ce pas? J'ai demandé, en regardant par la fenêtre les lumières floues de la ville, elle semblait bien quand elle m'a envoyé un texto. La poigne de Derek sur le volant se resserra. Ses jointures étaient blanches. Elle est juste inquiète pour l'héritage familial, pour les finances. Tu sais comment elle est. Elle lit trop de gros titres sur l'économie et panique. J'ai failli rire. Le seul héritage familial des Vaughn était une histoire de mauvais investissement et de maintien des apparences. L'argent qui maintenait l'éclairage dans le condo d'Eleanor, l'argent qui payait cette voiture, l'argent qui finançait le dîner de ce soir, tout cela provenait du réservoir que j'avais rempli. Mais Derek n'en connaissait pas l'étendue. Il savait que j'avais de l'argent grâce à la vente de mon entreprise, mais il pensait que c'était un fonds fixe qui s'épuisait lentement, pas une rivière qui se remplissait constamment. « Qu'est-ce que tu veux dire, Derek ?» ai-je demandé, en me tournant vers lui. Il soupira, une forte expiration. « Je veux dire, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, n'aborde pas la question de l'argent ce soir. Ne parle pas du prix du vin. Ne pose pas de questions sur les conditions de l'accord. Laisse-moi juste gérer l'addition et la conversation. J'ai besoin qu'elle ait l'impression que j'ai le contrôle. C'est important pour sa tranquillité d'esprit. Tu veux que je m'assoie là et que je me taise. Je veux que tu sois un soutien, corrigea-t-il, en me jetant un regard qui était implorant mais teinté d'irritation. Joue juste le rôle, Nat. S'il te plaît, joue le rôle. C'est tout ce que je faisais depuis des années. Je me suis retourné vers la fenêtre. Très bien, je te laisse t'en occuper. Mon téléphone vibra contre ma paume, caché dans les plis de ma robe. J'ai jeté un coup d'œil discret. C'était un message de Lily, la sœur de Derek, âgée de 22 ans. Lily était l'anomalie dans la génétique Vaughn, observatrice, gentille et étudiant le commerce avec une intelligence véritable plutôt qu'un désir de statut. « Es-tu sûr de vouloir venir ce soir ? J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Maman a été au téléphone toute la journée. Un frisson me parcourut l'échine qui n'avait rien à voir avec la climatisation de la voiture. Lily n'était pas encline au drame. Si elle était inquiète, il y avait une raison. J'ai répondu rapidement, nous sommes déjà à 5 minutes. Ça ira. Mais je n'y croyais pas. Nous nous sommes arrêtés devant le service de voiturier du Glass House. Le restaurant était une merveille architecturale, une structure d'acier et de baies vitrées qui brillait comme une lanterne dans la nuit de la ville. C'était le joyau de mon portefeuille, un endroit où les sénateurs et les célébrités se disputaient les réservations. Alors que le voiturier ouvrait ma portière, je suis descendu, lissant ma robe. L'air du soir était vif. J'ai vu Marco, le directeur général, se tenir à l'entrée. C'était un homme d'une discrétion irréprochable. Il a vu Derek en premier et lui a fait un signe de tête professionnel. « Monsieur Vaughn », a dit Marco, sa voix douce, « soyez le bienvenu. » Puis il m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, le masque professionnel s'est transformé en quelque chose de plus chaleureux, de plus déférent. Il a incliné la tête d'un pouce plus bas qu'il ne l'avait fait pour Derek. C'était un geste microscopique, invisible pour quiconque ne le cherchait pas. « Madame Reyes », a dit Marco, il utilisait toujours mon nom de jeune fille quand nous étions seuls, mais ce soir, il a utilisé mon nom d'épouse avec un ton qui reconnaissait la mascarade. Nous avons préparé la salle à manger privée comme demandé. Le chef vous transmet ses salutations. Derek gonfla sa poitrine, supposant que le traitement spécial était pour lui. Excellent, Marco. Ouvrez la voie. Nous célébrons quelque chose ce soir. Bien sûr, dit Marco, ses yeux croisant les miens pendant une brève seconde. Dans ce regard, j'ai vu une question, suivons-nous le protocole habituel ? Je lui ai fait le plus léger, le plus imperceptible des hochements de tête. Pas de menus spéciaux, pas de bouteilles offertes. Traitez-moi comme une invitée. Nous avons marché vers les lourdes portes vitrées. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée du parfum de truffes rôties et de parfums chers. L'éclairage était tamisé et doré, conçu pour donner à chacun 10 ans de moins et 2 fois plus riche. Le doux bourdonnement d'un piano jazz flottait dans l'air, accompagné du cliquetis mélodique du cristal et de l'argent. C'était une belle scène. C'était ma scène, mais alors que je marchais derrière mon mari, le regardant se pavaner vers la salle privée avec la confiance d'un homme qui croyait posséder le monde, une voix dans ma tête chuchota un avertissement. Le texto de Lily brûlait dans mon esprit.
La nervosité de Derek dans la voiture. Le message énigmatique d'Eleanor. Je me suis dit que je me contenterais d'observer ce soir. Je m'assiérais, je boirais le vin que j'avais sélectionné à la main pour la cave il y a 3 mois, et je les laisserais jouer à leur petit jeu. Je serais la belle épouse. Cependant, alors que nous franchissions le seuil et que la lourde porte se refermait derrière nous, coupant le bruit de la salle à manger principale, j'ai réalisé que j'avais marché dans une embuscade. L'air dans le couloir privé était différent, stagnant et chargé d'électricité. Ce n'était pas une célébration. C'était un tribunal, et j'étais l'accusé à qui on n'avait pas dit les charges. J'ai pris place à la table ronde, le linge blanc immaculé frais sous le bout de mes doigts. Le serveur, un jeune homme nommé David, que j'avais personnellement approuvé pour l'embauche il y a 3 mois, s'est approché avec une bouteille de pinot noir. Il a présenté l'étiquette à Derek en premier. Naturellement, c'était le protocole que j'avais établi pour le personnel, traiter l'homme en costume comme le roi et la femme à côté de lui comme l'accessoire. C'était bon pour les affaires. Les hommes comme Derek dépensaient plus quand leurs égos étaient massés. Alors que le liquide cramoisi tourbillonnait dans le verre de cristal, l'arôme de cerises noires et de chêne m'a frappé. Et soudain, le restaurant s'est estompé. Je n'étais plus dans le Glasshouse. J'étais de retour dans une salle de conférence exiguë et louée il y a 7 ans, regardant une feuille de calcul qui saignait d'encre rouge. C'était le jour où j'ai vraiment acheté Derek Vaughan. Nous nous étions rencontrés lors d'un sommet technologique à San Francisco. J'avais 28 ans, fraîchement sorti de la vente de Brightside Logic, la société de logiciels que j'avais cofondée à l'université. J'étais assise sur un événement de liquidité qui avait mis 8 chiffres sur mon compte bancaire, mais personne ne connaissait mon visage. J'aimais ça comme ça. Derek, d'un autre côté, se tenait à un stand pour une application de fitness qui ne fonctionnait pas, portant un costume qu'il ne pouvait pas se permettre, souriant avec un charisme qui pouvait alimenter une petite ville. Il avait la vision. Il avait la mâchoire. Il avait la capacité d'entrer dans une pièce et de faire sentir à tout le monde qu'il était la personne la plus importante. Ce qu'il n'avait pas, c'était un flux de trésorerie. Je me suis souvenu d'être assise en face de lui dans un café 3 jours après la conférence. Il essayait de me convaincre d'investir $50 000. J'ai regardé ses finances et j'ai vu un désastre. Il était à 2 mois de la faillite. La plupart des investisseurs se seraient enfuis. J'ai vu une opportunité. Je ne lui ai pas seulement donné l'argent. Je l'ai restructuré. J'ai pris son registre chaotique et je l'ai transformé en un modèle commercial viable. J'ai remboursé ses cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. J'ai négocié avec ses fournisseurs. Lorsque son entreprise a finalement échoué parce que le produit était fondamentalement défectueux, je ne l'ai pas laissé se noyer. Au lieu de cela, je l'ai fait pivoter. J'ai utilisé mon capital pour lancer sa carrière dans le capital risque, le positionnant comme le visionnaire pendant que je restais dans l'ombre, analysant le risque. Le monde aime un bel homme qui prétend être autodidacte. Ils n'écrivent pas de profil de magazine sur la femme qui modifie le pitch deck à 2 heures du matin et vire le pré-relais à 4 heures du matin. Lorsque j'ai vendu la 2e itération de nos co-entreprises, le gain a été substantiel. Nous parlons d'assez d'argent pour acheter une île, bien que nous nous soyons contentés d'un portefeuille d'immobilier et d'actions. C'est à ce moment-là que j'ai fondé Reyes Hospitality Group. Je voulais construire quelque chose de tangible, quelque chose qui sentait l'ail rôti et le linge frais, pas seulement du code sur un écran. Mais je connaissais la misogynie du marché, une chaîne de steakhouse haut de gamme dirigée par une femme nommée Nathalie Reyes serait scrutée différemment qu'une chaîne dirigée par un entrepreneur masculin dynamique. Alors, j'ai construit les murs pour me cacher derrière. J'ai mis en place un réseau complexe de fiducies et de sociétés désignées. Sur le papier, Reyes Hospitality Group était détenu par une entité générique appelée Aurora Holdings basée dans le Delaware. Aurora Holdings était détenue par une fiducie aveugle. Et la bénéficiaire de cette fiducie était moi, exclusivement pour moi. Lorsque nous avons ouvert le Glasshouse, Derek a donné les interviews. Il s'est tenu devant les caméras, coupant le ruban, parlant de sa passion pour l'excellence culinaire. Je me suis tenu à 3 pieds derrière lui, tenant sa veste pendant que la presse m'appelait sa charmante épouse. J'ai pris une gorgée de vin. C'était un millésime 2018, excellente structure. Je savais que le coût de gros était de $42 la bouteille, et nous la vendions $180. La marge était magnifique. J'ai regardé Eleanor de l'autre côté de la table. Elle rayonnait en regardant le menu, faisant glisser son doigt sur les prix qu'elle n'avait pas l'intention de payer.
Cette scène a déclenché un autre souvenir, aigu et amer comme de la bile. C'était il y a 3 ans lors de la soirée de lancement du cabinet de Derek, Vaughn Capital. Nous étions dans une salle de bal à Manhattan. Eleanor avait coincé un groupe d'investisseurs, serrant un verre de champagne un peu trop fort. Mon Derek a toujours été un soutien, avait-elle dit, sa voix portant au-dessus de la musique. Il a tout construit à partir de rien. Absolument rien. C'est une chose rare de nos jours de voir un homme qui se tient sur ses 2 pieds sans dépendre de dons ou d'héritage. Elle m'avait jeté un regard de côté à ce moment-là. Elle savait que mes parents étaient des professeurs d'école de la classe moyenne. Elle supposait que mon petit boulot de technologie, de mes 20 ans avait payé une belle voiture et rien de plus. Elle n'avait aucune idée que le chèque payant la salle de bal, le champagne dans sa main et le costume sur le dos de son fils avaient été signés par moi ce matin-là. Ce soir-là, en l'écoutant effacer mon existence de ma propre success story, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Eleanor Vaughn n'était pas seulement ennuyeuse, elle était un passif, et Derek, debout à côté d'elle, acquiesçant à ses éloges, était complice. Il appréciait trop le mythe. Il avait commencé à croire ses propres communiqués de presse. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, Sarah. J'ai besoin de restructurer les nouvelles acquisitions, lui avais-je dit. Derek déteste la paperasse. Il appelle ça du charabia juridique. Il veut juste signer la dernière page et prendre la photo. Alors, nous avons rédigé les accords d'exploitation pour les nouvelles entités, y compris celui qui louait le terrain pour le Glasshouse. La structure était agressive. Derek détenait une participation de 40% dans la société de gestion, ce qui lui donnait le titre d'associé directeur et un salaire généreux. Mais les actifs réels, l'immobilier, la propriété intellectuelle, la licence d'alcool, étaient détenus par ma société de portefeuille. Je contrôlais le conseil d'administration. Je contrôlais les comptes bancaires. Je contrôlais le bail. Derek n'a jamais lu l'accord d'exploitation. Il a vu le chiffre du salaire, $300 000 par an plus les primes, et a signé avec un panache en utilisant le stylo Montblanc coûteux que je lui avais acheté. Il a plaisanté ce soir-là au dîner, « Chérie, pourquoi avons-nous besoin de tous ces documents de 50 pages ? Nous sommes une famille. Ce qui est à moi est à toi, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est juste pour des raisons fiscales, Derek. Tu sais comment est l'IRS, avais-je dit, souriant au-dessus de ma salade. Il hocha la tête sagement, faisant semblant de comprendre, et retourna vérifier ses j'aime sur Instagram. Il ne savait pas que, ce qui est à moi est à toi, ne s'appliquait pas à la répartition des capitaux propres. Il ne savait pas que la clause 7.3 de l'accord donnait à l'actionnaire majoritaire, moi, le droit de destituer l'associé directeur pour une conduite préjudiciable à la réputation de l'entreprise. J'ai regardé Lily, qui venait d'arriver et se glissait sur le siège à côté de moi. Elle avait l'air pâle. Lily était la seule à avoir entrevu l'homme derrière le rideau, ou plutôt, la femme. Il y a 4 ans, alors qu'elle avait 18 ans, Lily avait besoin d'un stage d'été pour son diplôme en commerce. Derek était trop occupé à être un visionnaire pour l'aider, alors je l'ai amené dans le bureau arrière de Reyes Hospitality. Je l'ai placé au service des comptes fournisseurs. C'était un travail peu attrayant, saisir les factures et concilier les chèques. Un après-midi, je suis entré et je l'ai trouvé en train de fixer un formulaire fiscal K1. C'était un document qui énumérait la répartition des bénéfices pour l'exercice financier. Nathalie, avait-elle dit, sa voix tremblant légèrement, il est écrit que tu es l'associé commandité, et Derek est répertorié comme associé commanditaire avec des droits de vote restreints. J'avais fermé la porte du bureau, mon rythme cardiaque augmentant pendant une seconde avant de se stabiliser. Lily, les structures d'entreprise sont compliquées. Ce n'est pas compliqué, répondit-elle, me regardant avec de grands yeux intelligents. Il est écrit que tu possèdes tout. Maman pense. Maman pense que Derek paie pour ton style de vie. Ton frère travaille dur, dis-je, choisissant mes mots avec soin. Il est le visage de la marque. C'est un travail en soi. Mais oui, le capital et le risque sont les miens. Est-ce qu'il le sait, demanda-t-elle. Il sait ce qu'il veut savoir, répondis-je. Et Lily, ça reste dans cette pièce. Si ça sort, ça mine l'autorité de Derek auprès du personnel. Ça nuit à l'entreprise, et l'entreprise paie tes frais de scolarité. C'était une menace douce, mais une menace néanmoins. Lily hocha lentement la tête. À partir de ce jour-là, son attitude envers moi a changé.
Elle a cessé de me regarder avec la vague pitié qu'Eleanor projetait et a commencé à me regarder avec un mélange de crainte et de peur. Elle savait que je portais le poids de tout le style de Vivonne sur mes épaules. De retour dans le présent, j'ai pris le menu. Il était lourd, relié en cuir. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Je savais que le pourcentage du coût des aliments sur le bar était de 22%. Je savais que le risotto aux truffes était notre article avec la marge la plus élevée. Je savais que le chef, Gordon, se disputait actuellement avec son sous-chef au sujet du dressage du canard. Je pense que je vais prendre du homard thermidor, annonça Eleanor, refermant son menu d'un coup sec. Et nous devrions commander une bouteille de cabernet, la chère, Derek. Nous célébrons quelque chose, après tout. Bien sûr, mère, dit Derek, sa voix tendue. Il fit signe au sommelier sans me demander mon avis. Il jouait le rôle du patriarche, du soutien de famille. Je le regardais, ressentant un étrange détachement. C'était comme regarder un acteur sur une scène où le décor était sur le point de s'effondrer. Il commandait du vin qu'il ne pouvait pas se permettre, dans un restaurant qu'il ne possédait pas, pour impressionner une mère qui méprisait la femme qui payait pour tout. L'ironie était étouffante. J'avais construit cette vie pour le protéger. J'avais construit cette cage dorée pour qu'il se sente comme un lion. Mais quelque part en cours de route, il avait oublié qui détenait la clé. Les mots de mon avocate lors de notre dernière réunion résonnaient dans ma tête, « Nathalie, tu n'as pas besoin de crier pour être entendue. Tu n'as pas besoin de faire une scène. Tu possèdes l'ultime moyen de pression. Tu es la banque. Le moment venu, tu n'as pas besoin de dire un mot. Tu as juste besoin d'arrêter de signer les chèques. La paperasse parle plus fort que les insultes. » J'ai regardé les couverts lourds sur la table. Le couteau était aiguisé. Le reflet dans la lame déformait mon visage, me faisant paraître monstrueuse, ou peut-être formidable. « Nathalie, tu es très silencieuse, dit Eleanor, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. J'espère que tu n'es pas dépassée par les prix. Derek s'en occupe, tu sais. Je lui ai souri. C'était un sourire terriblement calme. Je ne suis pas inquiète pour les prix, Eleanor, ai-je dit doucement. Je pensais juste à la valeur des choses et à qui les paie réellement. Derek m'a lancé un regard d'avertissement. Reste au scénario, disaient ses yeux. J'ai pris mon verre d'eau. Je réécris le scénario, chérie. Je pense que tu ne le sais tout simplement pas encore. Les apéritifs venaient d'arriver, un plateau d'huîtres sur de la glace pilée qu'Eleanor critiquait déjà pour être trop petite, lorsque la vibration a commencé. C'était un bourdonnement bas et persistant contre la table en acajou, le téléphone de Derek. Il l'avait placé face cachée à côté de son assiette à pain, un geste universel d'un homme essayant de cacher quelque chose tout en prétendant être pleinement présent. Bourdon, bourdon, bourdon. Tu es populaire ce soir, ai-je dit, embrochant un quartier de citron avec ma fourchette à cocktail. Ma voix était légère, désinvolte. Derek tressaillit. Il attrapa le téléphone et le fourra dans la poche de sa veste sans vérifier l'écran. Juste des investisseurs, dit-il, son rire tendu et essoufflé. L'accord se conclut. Tu sais comment c'est. Il panique à la 11e heure. Bien sûr, répondis-je. Mais peut-être devrais-tu vérifier. Nous ne voudrions pas que l'accord échoue parce que tu mangeais des huîtres. Ça peut attendre, dit-il, attrapant son verre de vin. Alors qu'il levait sa main gauche pour porter le gobelet en cristal à ses lèvres, la manche de son costume remonta d'1 pouce. L'écran de son Apple Watch, qui était synchronisé avec le téléphone qu'il venait de cacher, s'alluma avec une nouvelle notification. Le texto était d'un blanc éclatant sur le fond noir, et parce que j'avais passé une décennie à entraîner mes yeux à repérer les erreurs dans les lignes de code, je l'ai lu en un seul battement de cœur, Miranda Holloway. Rappelle-toi que sa réaction est ton moyen de pression auprès du conseil d'administration. La scène doit être grandiose. Je me suis figé, ma fourchette couverte à mi-chemin de ma bouche. Miranda Holloway. Je connaissais le nom. Elle était la PDG de Northbridge Quantum, une entreprise de technologie financière avec laquelle Derek avait désespérément essayé de s'associer. Elle était vive, agressive et connue pour manger les cadres plus faibles au petit déjeuner. Mais pourquoi envoyait-elle des textos à mon mari à propos d'une réaction et d'une scène? Et pourquoi cela sonnait-il comme des indications scéniques pour une pièce de théâtre? Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Ce n'était pas une liaison. C'était du business. Et dans le monde dans lequel Derek essayait de jouer,
le business était souvent plus sanglant que la romance. Je reviens tout de suite, dis-je, posant ma serviette sur la table. J'ai besoin de me repoudrer le nez. Reviens vite, dit Eleanor, ne levant pas les yeux de son assiette. Nous avons des choses à discuter avant le plat principal. Je me suis dirigé calmement vers les toilettes, mes talons claquant doucement sur le sol en béton poli. Mais dès que j'ai contourné le coin hors de leur champ de vision, j'ai contourné la porte des toilettes pour dames. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le couloir de service discret près de la cuisine. J'ai sorti une petite clé en laiton de ma pochette, une clé que je gardais pour les inspections des sites, et j'ai déverrouillé la porte du bureau du directeur. La pièce était petite, sentant le papier de reçu et l'espresso. Marco était sur le terrain, ce sur quoi je comptais, sur les bureaux, près de l'iPad Pro communal que nous utilisions pour la gestion des stocks et les réunions Zoom avec les investisseurs. Derek utilisait souvent ce bureau comme son centre de commandement personnel quand il était au restaurant, aimant la sensation de jouer au patron derrière un grand bureau. Je me suis réveillé face à l'écran. Mon cœur battait la chamade contre ma poitrine, un rythme frénétique qui contrastait avec la fermeté de mes mains. J'ai navigué jusqu'à l'application de messagerie. Bien sûr, le compte Gmail de Derek était toujours connecté. Il ne se déconnectait jamais. C'était un homme qui pensait que la vie privée était quelque chose qu'on lui devait, pas quelque chose qu'il devait assurer. J'ai tapé Miranda dans la barre de recherche. Une conversation est apparue, datée de ce matin, intitulée « Stratégie du conseil d'administration Opération Maison de Verre ». J'ai cliqué dessus. Le texte a rempli l'écran, et en lisant, la température dans le petit bureau a semblé chuter de 20 degrés. De Miranda Holloway à Derek Vaughan, Eleanor Vaughan a envoyé aujourd'hui il y a 4 heures. Derek, assure-toi que le rythme est bon. Les investisseurs sont nerveux quant à la perception de tes liquidités. Ils considèrent ta femme comme un handicap. Une femme au foyer avec un pouvoir de dépenser, mais sans valeur stratégique. Mon conseil d'administration a besoin de te voir couper le cordon. Un homme qui ne peut pas contrôler sa femme ne peut pas contrôler l'argent. La scène doit être publique. Elle doit être viscérale. Si elle pleure, si elle hurle, si elle se ridiculise dans un établissement haut de gamme, nous aurons le récit dont nous avons besoin. Elle est instable, émotionnelle et inapte à prendre des décisions dans la fiducie familiale. Cela nous donne les motifs pour appliquer immédiatement l'avenant au contrat de mariage en vertu de la clause de contrainte. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Ils ne demandaient pas seulement un divorce. Ils organisaient une crise. Ils voulaient me provoquer pour que j'aie une crise émotionnelle publique afin de pouvoir me dépeindre comme l'épouse folle, accro au shopping, qui avait besoin d'être gérée. J'ai fait défiler jusqu'à la réponse d'Eleanor, de Eleanor Vaughan à Miranda Holloway, Derek Vaughan, ne t'inquiète pas, Miranda. Je sais exactement sur quel bouton appuyer. Elle est faible. Elle a toujours été complexée par ses origines et par le fait qu'elle n'a pas encore donné d'enfant à Derek. Je m'occuperai de la provocation. Toi, assure-toi juste que les avocats sont prêts. Cette fille n'a rien à perdre. En réalité, son nom ne figure sur aucun des actifs familiaux. Elle ne fait que squatter la vie de Derek. Laisse-moi faire. Une squatteuse. La femme qui a payé le toit au-dessus de sa tête, l'opération pour la maladie cardiaque de son mari l'année dernière, et l'appareil même sur lequel son fils envoyait probablement des SMS en ce moment, une squatteuse. L'audace était si immense qu'elle était presque impressionnante. Au bas de l'email, il y avait une pièce jointe au format PDF, avenant vont au contrat de mariage final PDF. Je l'ai ouvert. C'était brutal. C'était un document conçu pour me dépouiller de tout. Il affirmait que, comme j'avais été entièrement prise en charge pendant le mariage par le succès commercial de Derek, je renoncerais à toute demande de pension alimentaire future et à tout intérêt dans Vaughan Capital ou ses filiales. Il citait mon manque de contribution financière comme justification. J'ai dû serrer le bord du bureau pour ne pas jeter l'iPad à travers la pièce. Si je retournais là-bas et que je leur criais dessus, si je renversais la table, que je jetais le vin et que je me comportais comme l'épouse trahie qu'ils attendaient, je signerais mon propre arrêt de mort. Ils auraient des témoins. Ils auraient des images vidéo. Ils utiliseraient ma colère comme preuve que j'étais exactement celle qu'ils disaient que j'étais, un fardeau émotionnel. Miranda Holloway était intelligente. Elle savait qu'en affaires, la personne qui perd son sang-froid en premier perd l'accord. Elle comptait sur mon tempérament latino, sur le stéréotype de la femme ardente et éconduite. J'ai fermé l'application de messagerie.
J'ai soigneusement essuyé mes empreintes digitales de l'écran, bien que je doutais que Derek pense un jour à les vérifier. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre du bureau. Mon visage était pâle, mais mes yeux étaient sombres. Des pierres dures. D'accord, ai-je murmuré à la pièce vide. Vous voulez une scène? Vous voulez une performance? J'ai ouvert ma pochette et j'ai sorti mon rouge à lèvres. C'était une teinte rouge sang profond appelée Vendetta. Je l'ai appliquée lentement, en regardant ma bouche se transformer en une arme. Ils voulaient me piéger dans un coin. Ils ne réalisaient pas que c'était eux qui étaient enfermés dans une cage avec un tigre. Ils pensaient être les réalisateurs de cette pièce, mais ils avaient oublié qui possédait le théâtre. J'ai regardé ma montre. J'avais été absente pendant 6 minutes. Assez longtemps pour uriner. Pas assez longtemps pour être suspecte. J'ai lissé la soie de ma robe sur mes hanches. J'ai pris une profonde inspiration, en inhalant le parfum du fauteuil en cuir coûteux que j'avais payé il y a 3 ans. Quand je ressortirai par cette porte, je ne serai pas Nathalie, l'épouse. Je ne serai pas Nathalie, la victime. Je serai la PDG du groupe hôtelier Reyaes, menant une OPA hostile sur mon propre mariage. J'ai déverrouillé la porte et suis retourné dans le couloir. Les sons du restaurant sont revenus en force, le cliquetis des assiettes, le murmure des conversations, le piano jazz jouant une mélodie faussement joyeuse. J'ai marché vers la salle à manger privée, la tête haute. Je pouvais les voir à travers les murs de verre. Eleanor riait de quelque chose, la tête rejetée en arrière, ses perles tremblant. Derek vérifiait à nouveau son téléphone, l'air nerveux, transpirant légèrement sous le col. Ils attendaient que le spectacle commence. J'ai poussé la porte de verre et leur ai souri. C'était le sourire le plus chaleureux et le plus mortel que j'ai jamais porté. Désolé de vous faire attendre, ai-je dit, en me glissant sur mon siège. J'ai juste dû régler un petit problème technique. Derek m'a regardé, cherchant sur mon visage le moindre signe de détresse. Il n'en a trouvé aucun. Tout va bien, a-t-il demandé. Parfait, ai-je dit en dépliant ma serviette. Absolument parfait. Allons-nous commander le plat principal? J'ai vu Eleanor échanger un regard rapide et acéré avec Derek. Prépare-toi, disaient ses yeux. J'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une gorgée lente. Que le spectacle commence, ai-je pensé. Voyons qui craquera le premier. La salle à manger privée était un cube de verre traité acoustiquement, légèrement suspendu au-dessus du niveau principal. Elle offrait une vue panoramique sur la cuisine ouverte, un théâtre d'acier inoxydable et de feu contrôlé où 20 chefs se déplaçaient avec une précision militaire. De ma place, je pouvais voir les flammes lécher le fond des casseroles en cuivre et le sous-chef dresser les assiettes avec des pincettes. C'était un ballet magnifique et chaotique qui me remplissait habituellement de fierté. Ce soir, cependant, cela ressemblait à une préparation à la guerre. Eleanor était assise en face de moi, un monument à la conservation à l'ancienne. Elle avait refusé d'enregistrer son manteau, laissant le vison blanc drapé sur le dossier de sa chaise comme un manteau royal. La pièce était climatisée à une température idéale de 22 degrés, mais Eleanor portait de la fourrure comme une armure, pas pour se réchauffer. Son parfum, une lourde senteur florale vendue $300 l'once, se battait pour la domination avec l'arôme délicat de l'huile de truffe sur la table. À côté d'elle était assis Richard, mon beau-père, un homme qui avait passé 40 ans à se fondre dans le papier peint beige de la vie de sa femme. Il m'a offert un sourire crispé et apologétique avant de se retrancher derrière son verre de vin. Lily était à ma droite, la seule qui semblait appartenir au monde réel. Elle portait une simple robe noire et gardait les mains croisées sur ses genoux, ses yeux oscillant entre sa mère et son frère avec la vigilance d'un technicien en désamorçage de bombes. L'architecture est frappante, je suppose, a dit Eleanor, sa voix suffisamment forte pour que le serveur qui remplissait son eau l'entende. Elle a balayé la pièce du regard, rejetant le design primé d'un mouvement de son poignet manucuré. Mais c'est un peu stérile. Vous ne trouvez pas? Il manque l'âme des endroits où nous allions dans l'Upper East Side. Des endroits avec de l'histoire. Cela ressemble à de nouveaux riches qui en font trop. Elle m'a regardé ensuite, un petit sourire acéré jouant sur ses lèvres. Elle attendait que je défende le restaurant pour qu'elle puisse me condescendre. Elle voulait que je dise que j'aimais ça pour qu'elle puisse expliquer pourquoi mes goûts étaient inférieurs. C'est certainement moderne, ai-je répondu, ma voix neutre. Je ne lui ai pas dit que le design stérile avait remporté un prix architectural digeste l'année dernière.
Je ne lui ai pas dit que la sensation de nouvel argent était exactement ce qui attirait les cadres de la technologie qui dépensaient $5000 la nuit ici. Derek a tapé dans ses mains trop fort. Eh bien, je pense que c'est fantastique. Le top du top, seulement le meilleur pour nous ce soir. Il s'est tourné vers le serveur. Nous prendrons la tour de fruits de mer, la grande. Et pour les plats principaux, faisons le faux filet wagyu pour tout le monde et apportez une autre bouteille de ce cabernet. En fait, apportez en deux. Il n'a pas regardé la liste des prix. Il n'en avait pas besoin. Dans son esprit, l'argent était une ressource renouvelable qui apparaissait par magie sur son compte bancaire. J'étais assise là à siroter mon eau et j'ai fait le calcul dans ma tête. Le wagyu avait un coût des aliments de 40% parce que nous le faisions venir frais par avion. La marge sur le vin était de 300%. Derek essayait d'avoir l'air d'un roi, mais chaque fois qu'il commandait, il transférait essentiellement de l'argent de ma poche gauche vers ma poche droite, moins les coûts opérationnels. Tu es si généreux, Derek a roucoulé Eleanor, tendant la main pour lui tapoter la main. Toujours à prendre soin de tout le monde, comme ton grand-père. C'est une grande soirée, maman a dit Derek, gonflant la poitrine. Je veux m'assurer que nous célébrons ça comme il faut. Sous la table, le genou de Lily a heurté le mien. Je me suis tourné pour la regarder. Tu vas bien, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible au-dessus du jazz ambiant. J'ai l'impression que maman se prépare à quelque chose. Elle a ce regard. Je vais bien, Lily, ai-je répondu en chuchotant. J'ai juste faim. Lily n'avait pas l'air convaincue. Elle avait remarqué la tension dans la mâchoire de Derek, la façon dont il vérifiait sans cesse sa montre, la façon dont les yeux d'Eleanor brillaient d'une anticipation prédatrice. Lily était intelligente. Elle sentait le piège, même si elle n'en connaissait pas les dimensions. La tour de fruits de mer est arrivée, un spectacle de glace pilée, de homards et d'huîtres. Elle était absurdement grande, occupant le centre de la table comme une forteresse. Eleanor a pris une fourchette en argent et a piqué une huître avec suspicion. Vous savez, a-t-elle commencé, regardant les crustacés comme s'ils allaient la mordre, le service ici est un peu trop attentionné, n'est-ce pas? À la limite de l'intrusion. En Europe, le personnel sait comment être invisible. Mais je suppose que dans ces endroits branchés américains, ils pensent que planer au-dessus des clients est la même chose que le service. J'ai observé le serveur, un jeune homme nommé Carlos, qui faisait un double shift pour payer ses études d'infirmier, se raidir légèrement. Il est resté professionnel, se retirant dans l'ombre. J'ai pris note mentalement d'ajouter $500 supplémentaires à sa ligne de pourboire plus tard, directement depuis le compte de l'entreprise. Le service est très bien, mère, a murmuré Richard, surprenant tout le monde. Oh, tais-toi, Richard, a rétorqué Eleanor sans le regarder. Tu mangerais dans une assiette en carton si je te laissais faire. Elle a ramené son regard vers moi. Nathalie, ma chère, tu n'as presque pas touché à ton vin. Ou as-tu peur des calories? J'ai remarqué que tu as pris un peu de poids au visage ces derniers temps. Le stress, peut-être. Je me modère simplement, Eleanor, ai-je dit. Je veux avoir l'esprit clair pour la conversation dont vous avez parlé. L'air dans la pièce a semblé s'épaissir. Le cliquetis des couverts sur la porcelaine a retenti violemment. Oui, la conversation, a dit Eleanor, coupant une pétoncle. Nous devons parler, mais profitons d'abord de cette nourriture. Les plats principaux sont arrivés. Les steaks étaient saisis à la perfection, sombres et croustillants à l'extérieur, rose tendre à l'intérieur. Derek a levé son verre à nouveau. Sa main tremblait légèrement, faisant onduler le vin rouge. Un toast, a-t-il annoncé, au nouvel accord avec Northbridge Quantum, à l'avenir de Vaughan Capital, et à l'élévation du nom de famille au niveau supérieur. Au nom de famille, a fait écho Eleanor, levant son verre haut. À la famille, a marmonné Richard. J'ai levé mon verre mais je n'ai pas bu. J'ai regardé Derek rayonner en direction de sa mère, se réjouissant de son approbation. Il ne m'a pas mentionné. Il n'a pas mentionné que c'était moi qui l'avais présenté aux contacts initiaux de Northbridge. Il n'a pas mentionné que la garantie de son investissement était un titre de propriété à mon nom. J'avais été effacé du récit de son succès aussi complètement qu'un dissident soviétique retouché d'une photographie. J'ai regardé autour de la table. Les verres en cristal dans la main de Derek étaient importés d'Autriche. J'avais approuvé le bon de commande il y a 2 ans. La table sur laquelle il s'appuyait était en noyer fait sur mesure par un charpentier de l'Oregon. J'avais signé le chèque.
Le tableau sur le mur derrière Eleanor était d'un artiste local que je voulais soutenir. Il m'appartenait. Ils étaient assis dans ma maison, mangeant ma nourriture, buvant mon vin, et complotant ma destruction. Derek a coupé son steak, le jus coulant rouge sur la porcelaine blanche. C'est excellent, a-t-il dit, parlant la bouche pleine, sa façade de sophistication glissant sous l'influence de l'alcool. Vous savez, Miranda disait que nous devions projeter une image plus forte, un front plus uni. Miranda est une femme très intelligente, a dit Eleanor, essuyant le coin de sa bouche. Elle comprend ce qu'il faut pour survivre dans les grandes ligues. Le sacrifice, la clarté, la suppression des poids morts. Ses yeux se sont fixés sur les miens lorsqu'elle a dit le poids mort. Ce n'était pas une pique subtile. C'était une déclaration d'intention. Les plaisanteries sur le service, les critiques du décor, l'effacement de mon rôle, tout cela était des préliminaires. Il tournait autour de moi, resserrait le nœud coulant, attendant le moment de retirer la chaise de sous mes pieds. J'ai pris mon couteau et ma fourchette. Le poids de l'argent m'a rassuré dans mes mains. J'ai coupé un petit morceau précis de mon steak. Je suis d'accord, Eleanor, ai-je dit, ma voix stable et claire, coupant à travers la musique jazz. La clarté est très importante. Parfois, les gens se trompent sur le rôle de chacun. Il est toujours bon de rappeler à chacun exactement où il se situe. Eleanor a souri, prenant ma déclaration pour de la soumission. Elle pensait que j'acceptais d'être remise à ma place. Elle ne réalisait pas que je parlais de la sienne. La pièce semblait petite maintenant. Les murs de verre n'offraient plus une vue sur l'extérieur, mais reflétaient la scène à l'intérieur. Le décor était planté. Les joueurs étaient en position, et le premier acte touchait à sa fin. J'ai mastiqué lentement, savourant la saveur du bœuf, me préparant à la violence qui allait être servie au dessert. Le bruit du métal frappant la porcelaine a traversé la pièce comme un coup de feu. Eleanor avait laissé tomber son couteau sur son assiette, non pas par accident, mais avec le poids délibéré d'un marteau signalant l'ouverture du tribunal. Le claquement sec a fait écho sur les murs de verre, réduisant au silence le doux piano jazz qui se diffusait dans les haut-parleurs. Le serveur, qui s'était approché pour débarrasser la table, s'est figé à mi-chemin, sentant le changement de pression atmosphérique. Il s'est retiré dans l'ombre, se rendant invisible. Tous les regards se sont tournés vers Eleanor. Elle était rouge, le cabernet coûteux ayant fait son œuvre, enlevant le mince vernis de grâce sociale pour révéler l'ambition brute et les dents dessous. Elle a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette en lin, laissant une traînée de rouge à lèvres rouges qui ressemblait à une blessure fraîche. Nathalie, a-t-elle commencé? Sa voix était sirupeuse, empreinte d'un poison qu'elle se donnait à peine la peine de dissimuler. Nous avons dansé autour de la vérité toute la soirée, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il est temps que nous parlions franchement pour le bien de la famille. J'ai croisé les mains sur mes genoux, sentant la soie fraîche de ma robe sous mes paumes moites. Je vous écoute, Eleanor. Tu es une fille chanceuse, a-t-elle dit en se penchant en avant. Ses perles ont cliqué contre le bord de la table. Tu dois le savoir. Quand Derek t'a trouvé, que faisais-tu? Tu essayais de gérer une petite entreprise informatique, tu avais du mal à payer ton loyer. Tu étais à la dérive. J'ai senti Derek bouger à côté de moi. Il n'a pas levé les yeux. Il fixait le fond de son verre de vin, faisant tournoyer le liquide en cercle hypnotisant. Derek t'a sauvé, a continué Eleanor, sa voix gagnant en volume. Il t'a sorti de cette médiocrité. Il t'a donné un nom. Il t'a donné ce style de vie, ce dîner, les vêtements que tu portes. Il t'a élevé. Nous avons construit cette vie ensemble, ai-je dit doucement. Ensemble. Eleanor a ri. C'était un rire dur et aboyant. Oh, ma chérie, ne te fais pas d'illusions. Tu es la passagère. Derek est le conducteur, et franchement, les passagers deviennent lourds. Elle a pris une gorgée de vin, ses yeux se rétrécissant. Et soyons honnêtes au sujet du seul travail qu'une femme dans ta position est censée avoir. Cela fait 7 ans, Nathalie, 7 ans, elle a fait un geste vague vers mon ventre, et rien. La chambre d'enfant dans cette grande maison est toujours vide. C'est un peu embarrassant, n'est-ce pas? Pour un homme de la stature de Derek de n'avoir pas de descendance. L'air a quitté mes poumons. Je m'attendais à ce qu'ils viennent pour mon argent. Je m'attendais à ce qu'ils viennent pour ma dignité. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils utilisent comme arme la fausse couche que j'avais subie il y a 2 ans, un deuil dont Derek et moi n'avions jamais parlé publiquement. C'est privé,
Eleanor, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Ce n'est pas privé quand cela affecte la lignée familiale, a-t-elle rétorqué. Si tu es brisée, Nathalie, si tu ne peux pas donner à cet homme une vraie famille, alors le minimum que tu puisses faire, le strict minimum, est de connaître ta place. Tu dois fermer ta bouche, t'asseoir et respecter l'homme qui paie pour ton existence. Je me suis tourné vers Derek. J'avais besoin qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. J'avais besoin qu'il regarde sa mère et qu'il lui dise d'arrêter. Derek, ai-je demandé. Il ne m'a pas regardé. Au lieu de cela, j'ai senti un coup de pied sec sous la table. Sa chaussure vernie a creusé dans mon tibia. C'était un avertissement. Tais-toi. Encaisse. Ne fais pas de scène. Maman est juste stressée, a murmuré Derek à la nappe. Écoute-la simplement, Nat. Eleanor a fouillé dans son sac à main de créateur, un sac qui coûte $4000, payé par les dividendes d'une entreprise que je possède, et a sorti une épaisse enveloppe crème. Elle l'a fait glisser sur la nappe blanche. Elle s'est arrêtée juste devant mon verre d'eau. C'est pour le mieux, a dit Eleanor, son ton passant à une fausse rationalité d'affaires. C'est une modification de votre accord conjugal. Les avocats de Miranda l'ont examiné. Ils stipulent simplement que, compte tenu de votre manque de contribution financière et de votre incapacité à produire un héritier, vous renoncez à toute prétention sur les gains futurs de Derek ou sur les actifs en capital. Vous reconnaissez avoir été suffisamment compensé en étant simplement autorisé à vivre cette vie. J'ai regardé l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. J'avais déjà lu le PDF dans le bureau du directeur. Signe-le, a ordonné Eleanor. Signe-le maintenant devant nous, afin que nous puissions tous dormir sur nos deux oreilles en sachant que tu n'attends pas simplement un règlement de divorce pour encaisser comme une chercheuse d'or ordinaire. La pièce était d'un calme mortel. Je pouvais entendre le bourdonnement du système de ventilation. Je pouvais sentir le corps de Lily irradier de la chaleur à côté de moi, tendu comme un ressort. J'ai levé les yeux vers Eleanor. J'ai gardé mon visage complètement lisse. Et si je ne le signe pas, ai-je demandé. Ma voix était douce, dépourvue de la colère qu'elle était si désespérée de provoquer. La question a semblé court-circuiter quelque chose dans le cerveau d'Eleanor. Elle a cligné des yeux, son visage virant à un rouge carmin foncé et tacheté. Elle n'était pas habituée à la résistance. Elle était habituée à l'obéissance. Si tu ne le signes pas, a-t-elle balbutié, alors tu prouves exactement ce que tu es. Une sangsue, une personne avide et de basse classe qui s'est frayé un chemin jusqu'à une famille qui est bien au-dessus d'elle. Elle s'est levée, la chaise grinçant violemment contre le sol. Tu penses que tu es spécial, a-t-elle sifflé, sa voix s'élevant maintenant en un cri. Tu n'es rien sans mon fils. Tu es des ordures enveloppées dans de la soie coûteuse. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit fermement et clairement, non. C'est arrivé au ralenti. J'ai vu le bras d'Eleanor se replier. J'ai vu l'éclat de son bracelet en diamant sous l'éclairage encastré. J'ai vu l'expression de haine pure et absolue dans ses yeux. J'aurais pu bouger. J'aurais pu attraper son poignet. J'avais les réflexes. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai laissé faire. Clac. Le son était humide et sec, horriblement fort dans la pièce de verre fermée. Sa paume a frappé mon os malaire gauche avec une force qui a fait claquer ma tête sur le côté. L'impact m'a aveuglé pendant une seconde. Un éclair blanc a explosé derrière mes paupières. Mon oreille a tinté d'un sifflement aigu. J'ai senti la peau de ma joue brûler comme si elle avait été touchée par un fer chaud. Je suis resté assise là, la tête tournée vers la droite, fixant le reflet choqué de moi-même dans le mur de verre. Tout le restaurant a semblé halter. À travers la vitre, j'ai vu un serveur laisser tomber un plateau de boisson. Le fracas du verre brisé était lointain, étouffé. 2 clients à une table voisine s'étaient levés, leur téléphone levé, capturant le moment où la mère du distingué Derek Vaughan agressait sa femme. J'ai lentement tourné la tête pour les affronter. J'ai goûté le cuivre. Ma lèvre était coupée. J'ai passé ma langue sur la peau fendue, cataloguant le goût métallique de mon propre sang. Derek a bondi de sa chaise. « Maman » a-t-il crié. Il a attrapé les épaules d'Eleanor alors qu'elle se balançait, respirant fortement, ses mains toujours levées comme si elle allait frapper à nouveau. « Maman, arrête !»« Ça suffit » a dit Derek. Mais ensuite, il m'a regardé. Il ne s'est pas précipité à mes côtés.
Il n'a pas vérifié si j'étais blessé. Il n'a pas exigé que sa mère parte. Il m'a regardé avec la panique dans les yeux, puis il a prononcé les mots qui ont coupé le dernier fil ténu de mon mariage. « Nathalie, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix frénétique. Elle est juste bouleversée. Elle protège la famille. Excuse-toi juste auprès d'elle et signe le papier, d'accord? N'aggrave pas la situation. » Il voulait que je m'excuse d'avoir été giflé. Je suis resté assise là, la marque rouge sur ma joue brillant comme une brûlure. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait pas de larmes. Les canaux lacrymaux étaient secs, cautérisés par la chaleur pure de la trahison. J'ai regardé Lily. Elle était debout maintenant. Ses mains lui couvraient la bouche. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une horreur qui se durcissait rapidement en autre chose. Elle a regardé sa mère, haletant comme un animal sauvage, son frère, se cachant dans son costume, et ensuite moi, assise droite, saignant et silencieuse. Dans les yeux de Lily, j'ai vu le moment exact où l'illusion s'est brisée. Elle a vu le monstre qu'était sa mère. Elle a vu le lâche qu'était son frère, et elle m'a vu, non pas comme la victime, mais comme la seule personne dans la pièce qui tenait encore le coup. J'ai touché ma joue. Elle palpitait. « Avez-vous fini ?» ai-je demandé. Ma voix était terriblement calme. Ce n'était pas ma voix. On aurait dit la voix d'un juge lisant un verdict. Eleanor m'a regardé fixement, sa poitrine se soulevant. Elle avait l'air confuse par mon manque de larmes. Elle voulait une crise. Elle voulait que je sois à genoux. Au lieu de cela, elle venait de me donner l'arme dont j'avais besoin pour les détruire tous. Le piano à l'extérieur s'était arrêté. Le restaurant regardait. La scène était à moi. Le silence qui a suivi la gifle était lourd, étouffant et absolu. C'était le genre de silence qui suit habituellement un accident de voiture, où pendant quelques secondes le monde oublie comment respirer. J'étais assise là, la chaleur dans ma joue gauche pulsant au rythme de mon cœur, regardant la femme qui venait de m'agresser essayer de se recomposer comme si elle avait simplement laissé tomber une serviette. Puis il y a eu un bruit. C'était le grincement d'un pied de chaise traînant sur le sol poli, un bruit sec et grinçant qui a fait sursauter tout le monde. Lily s'est levée. Elle a bougé lentement, avec une délibération que je ne lui avais jamais vue auparavant. Habituellement, Lily était l'ombre de la famille Vaughn, l'observatrice silencieuse qui essayait de se fondre dans le décor pour éviter les critiques de sa mère. Mais maintenant, elle avait l'air grande. Elle avait l'air formidable. Elle a ramassé sa serviette en l'un de ses genoux, l'a pliée une fois et l'a posée sur la table en la tapotant doucement. C'était le geste de quelqu'un qui en avait fini non seulement avec le repas, mais avec toute la mascarade. « Lily, assieds-toi » a rétorqué Eleanor, sa voix perçante. Elle essayait de reprendre le contrôle, essayant de prétendre que la violence n'était qu'une autre forme d'éducation. Lily l'a ignorée. Elle tourna son corps de manière à faire face directement à sa mère, ses mains agrippant le dossier de sa chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Maman » dit Lily. Sa voix tremblait, vibrait d'un mélange de terreur et d'adrénaline, mais elle était suffisamment forte pour être entendue dans la salle à manger principale. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? J'ai discipliné un enfant irrespectueux, cracha Eleanor en lissant son manteau de fourrure, chose que ses propres parents ont manifestement omise de faire. « Non » dit Lily. Elle prit une inspiration et sa voix se stabilisa. « Tu viens de gifler la propriétaire de ce restaurant. » Pendant une seconde, personne ne bougea. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Puis Derek rit. C'était un son nerveux et humide. « Lily, de quoi parles-tu ? Ne sois pas dramatique. Nous savons que Nathalie aime faire semblant d'être impliquée, mais je ne suis pas dramatique, Derek cria Lily, le coupant. La force de sa colère le fit reculer. Je te dis la vérité. La vérité que je garde pour moi depuis 4 ans. Eleanor ricana, agitant une main de manière méprisante. Oh, s'il te plaît, Nathalie. Elle ne peut même pas s'offrir ses propres sacs à main sans ta carte de crédit. Derek, ne l'écoute pas. Elle essaie juste de défendre sa petite amie. Lily se tourna vers moi. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais sa mâchoire était serrée. Elle demandait la permission. Elle demandait si elle pouvait incendier la maison. Je la regardais. Je n'hochais pas la tête. Je ne souris pas. Je gardais juste son regard, mon visage un masque de calme froid, et clignais lentement des yeux. Vas-y, disaient mes yeux. Brûle tout.
Lily se retourna vers la table, son regard se fixant sur son frère. « Te souviens-tu de mon stage, Derek ?» demanda-t-elle, sa voix descendant à un ton conversationnel, mais mortel. « L'été où j'ai travaillé à la comptabilité, tu étais trop occupé à voler à Miami pour des conférences pour le remarquer, mais je traitais les dossiers des sociétés holding. » Donc, dit Derek, l'air confus. « Tu as travaillé pour l'entreprise familiale ?»« J'ai travaillé pour le groupe hôtelier de Rhea », le corrigea Lily. « J'ai vu les actes constitutifs, Derek. J'ai vu les tableaux de capitalisation. J'ai vu les signatures bancaires. » Elle pointa un doigt tremblant vers moi. « Nathalie n'est pas seulement la femme sur la brochure. Elle est l'associée commanditée. Elle possède 90% des parts de la société holding qui détient le Glasshouse, l'Onyx Room et Verve. Tu es un actionnaire minoritaire sans aucun droit de vote dans l'entité opérationnelle. Tu es un employé, Derek. » Le visage de Derek se relâcha. « Ce n'est pas vrai. J'ai signé l'accord de franchise. Je suis le directeur général. »« L'as-tu lu ?» demanda Lily, sa voix dégoulinant de pitié. « As-tu réellement lu le document de 40 pages que tu as signé en octobre dernier, ou as-tu simplement cherché la page avec ton salaire et signé là où il y avait le petit X ?» Derek ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il me regarda, ses yeux grands ouverts avec une prise de conscience terrifiante. Il se souvenait des papiers. Il se souvenait de la façon dont je les lui avais tendus avec un verre de scotch, lui disant que c'était des formalités juridiques pour nous protéger de toute responsabilité. « Elle est propriétaire du bâtiment, maman, » dit Lily, se tournant vers Eleanor. « Elle est propriétaire du terrain. Elle est propriétaire de la cave à vin que tu viens de piller. Elle paie le chef. Elle paie le voiturier. Chaque personne dans ce bâtiment travaille pour Nathalie Reyes, et tu viens de la gifler au milieu de sa propre salle à manger. » Mensonge, siffla Eleanor, bien que sa voix manquât de sa conviction habituelle. Elle regarda autour de la pièce, désespérée de trouver un allié. Ce n'est que de la manipulation. Elle t'a lavé le cerveau, Lily. Soudain, la porte vitrée de notre salon privé s'ouvrit en coulissant. Ce n'était pas un serveur. C'était Marco, le directeur général. Il avait plané à l'extérieur, attendant mon signal. Mais il avait décidé que le son d'une gifle était un signal suffisant. Il entra, le dos droit, son visage un masque de fureur professionnelle. Il ne regarda pas Derek. Il ne regarda pas Eleanor. Il se dirigea droit vers le chef de table où j'étais assise. « Madame Vaughn, » dit Marco. Sa voix était profonde et portait dans tous les coins de la pièce. Il utilisait mon nom de femme mariée, mais il le prononçait avec une nuance qui le faisait sonner comme un titre de noblesse. Je m'excuse pour le dérangement. J'ai la sécurité en stand-by. Il fit une pause, puis ajouta, fort et clair. Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre fin à ce dîner immédiatement en tant que propriétaire. Vous avez le droit de refuser le service à quiconque viole le code de conduite, même la famille. Le mot propriétaire frappa Eleanor comme un coup physique. Elle s'affaissa sur sa chaise, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Propriétaire, murmura-t-elle. Mais Derek a dit. Derek a menti, dit Lily impitoyablement. Ou il était trop stupide pour connaître la vérité. Est-ce que cela a de l'importance? Le silence dans le restaurant avait changé. Ce n'était plus le silence du choc. C'était le silence du jugement. À travers les murs de verre, je pouvais voir les clients regarder ouvertement. Une femme à la table la plus proche de nous tenait son téléphone en l'air, la lumière rouge d'enregistrement clignotant constamment. Eleanor vit le téléphone, elle aussi. Son visage était vidé de toute couleur. C'était une femme qui vivait pour sa réputation, et elle réalisa soudainement qu'elle jouait dans une vidéo virale qui mettrait fin à son statut social dans cette ville pour toujours. C'est une blague, balbutia Eleanor, essayant de forcer un rire. Il sortit comme un croassement étranglé. Une blague très drôle, Nathalie. Tu nous as vraiment eu. Marco, apporte l'addition. Nous partons. Il n'y a pas d'addition pour vous, madame, dit froidement Marco. Madame Reyes, se corrigea Théil, utilisant mon nom de jeune fille. Une subtile touche de couteau couvre tous les coups opérationnels. Cependant, je dois vous demander de baisser le ton. Vous dérangez la clientèle payante. Je restais assise, figée dans un tableau de pouvoir absolu. Je n'avais pas besoin de parler. Mais bien parler pour moi.
Mon personnel parlait pour moi. Ma belle-sœur parlait pour moi. Je pris ma serviette et tamponnai la coupure sur ma lèvre. Le lin blanc ressortit taché d'une seule goutte parfaite de sang rouge vif. Je regardai la tache, puis plaçai la serviette sur la table, juste à côté du contrat insultant qu'Eleanor avait essayé de me forcer à signer. Lily recula d'un pas de la table. Elle semblait épuisée, comme si la bouffée d'énergie l'avait vidée, mais elle resta ferme. « Maman, Derek, dit Lily. » Sa voix était calme maintenant, triste. « Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous lever et de sortir d'ici tout de suite avant que la police ne soit appelée, parce que nous sommes en train d'humilier la femme qui signe les chèques de paie de chaque personne dans cette cuisine. »« Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas réglé ça, » cria Derek, retrouvant enfin sa voix. Il frappa sa main sur la table, faisant trembler l'argenterie. « Nathalie, dis-leur que c'est un malentendu. » Je le regardais vraiment, pendant 7 ans. J'avais vu un partenaire, maintenant je voyais un petit garçon terrifié en costume que j'avais payé essayant de crier au soleil pour qu'il cesse de se coucher. Je tournai lentement mon regard vers Marco. Je ne dis rien. Je penchai juste légèrement la tête vers la porte. Marco comprit. Il se tourna vers Derek. « Monsieur Vaughn, dit Marco, sa voix descendant d'une octave, devenant dangereuse. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à demander à l'équipe de sécurité de vous escorter dehors. Ce serait désagréable. » Derek regarda Marco, puis moi. Il vit la froide et dure réalité dans mes yeux. Il réalisa enfin que le filet de sécurité avait disparu. Le public était hostile. La scène s'était retournée contre lui. « Allez, Derek, dit Richard. » C'était la première fois que mon beau-père parlait depuis 10 minutes. Il se leva, paraissant plus âgé et plus gris que je ne l'avais jamais vu. Il attrapa le bras d'Eleanor. « Lève-toi, Eleanor. Nous partons. » « Mais, commença Eleanor. « Maintenant, dit Richard sèchement. » Eleanor se leva, les jambes tremblantes. Elle serra son manteau de fourrure autour d'elle, essayant de s'envelopper dans sa dignité qui s'estompait. Elle me regarda une dernière fois. Il n'y avait pas d'excuse dans ses yeux, seulement de la peur. Une peur pure et sans mélange du monde inconnu, où elle n'était plus la reine. Ils commencèrent à se traîner vers la porte, un cortège de vaincus. Derek s'attarda une seconde, me regardant en arrière, sa bouche s'ouvrant comme pour supplier, expliquer ou blâmer. Mais Lily se plaça devant lui bloquant la vue. « Va-t'en, » murmura Lily. Derek se retourna et sortit. Lorsque la porte vitrée se referma derrière eux, l'air dans la pièce sembla revenir en trombe. J'étais seul à la table avec Lily et Marco. Ma joue me lançait d'une douleur sourde et pesante. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé, mais mon esprit était clair. Je regardais à travers la paroi de verre. Je regardais mon mari et ses parents traverser la salle à manger principale. Je vis des têtes se tourner. Je vis les murmures se propager dans la foule comme le vent dans un champ de blé. Je vis le voiturier attendre dehors, prêt à leur apporter la voiture qui était louée à mon nom. Marco versa un verre d'eau fraîche et le plaça doucement devant moi. « Est-ce que tout va bien, Madame Reyes ?» demanda-t-il doucement. Je pris une gorgée d'eau. Elle était fraîche et propre, emportant le goût métallique du sang. « Je vais bien, Marco, dis-je. » Ma voix était ferme. « Je suis juste prête pour le plat suivant. » Lily se rassit sur sa chaise. Elle me regarda, les yeux rougis. Elle tendit la main et prit la mienne. Ses doigts étaient froids, mais sa prise était forte. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. » Je lui serrai la main. « Tu l'as dit quand c'était important, Lily, c'est suffisant. » Je regardais les chaises vides où ma famille était assise il y a quelques instants. L'espace qu'ils laissaient derrière eux ne me semblait pas vide. Il me semblait propre. On aurait dit le sol après un incendie de forêt, brûlé, certes, mais débarrassé de tout le bois mort, prêt à ce que quelque chose de nouveau pousse. Le pianiste dans la salle principale hésita, puis recommença à jouer. C'était une chanson différente cette fois, quelque chose de plus lent, quelque chose avec une colonne vertébrale. Je touchai le contrat qu'Eleanor avait laissé derrière elle. Je le pris, le déchirai en deux et laissai tomber les morceaux sur son assiette de homard inachevé. Le spectacle était terminé. Les critiques avaient été réduits au silence. Maintenant, le vrai travail, le démantèlement de la vie de Derek Vaughn, pouvait vraiment commencer.
Derek hésita à la porte vitrée, sa main planant au-dessus de la poignée en acier brossé. Il ne partit pas. Il ne pouvait pas partir. Sortir maintenant, c'était admettre une défaite totale. Et Derek Vaughan était un homme qui avait passé 7 ans à croire sa propre mythologie. Il se retourna vers la table, son visage déformé par un masque désespéré et suppliant. « Lily, arrête de dire des bêtises, dit-il, sa voix se fêlant légèrement. Il me regarda, les yeux grands ouverts et humides, essayant de faire appel au charme qui avait fonctionné sur moi pendant près d'une décennie. « Nathalie, chérie, ne l'écoute pas, maman est juste dépassée. Elle a trop bu de vin. Tu sais comment elle est. Nous allons rentrer à la maison. Nous allons commander des plats à emporter et en parler comme des adultes. Juste nous deux. Nous sommes une équipe, tu te souviens ? » Il utilisait toujours ce mot. Il essayait toujours de draper la couverture de notre mariage sur l'épave que sa mère avait créée. Je pris mon téléphone. Il était temps de redéfinir les pronoms dans cette relation. Je ne le regardais pas. Je regardais l'écran. J'ouvris l'application de banque commerciale qui gérait les finances du groupe hôtelier Reyes. Je naviguais vers l'onglet des cartes de crédit de l'entreprise. Les voici, 3 cartes émises à Derek Vaughan, associé directeur. L'Amex noire qu'il utilisait pour impressionner les clients. La Visa Infinite qu'il utilisait pour les voyages. La Mastercard de secours qu'il gardait dans sa boîte à gants. Statut, actif. Limite mensuelle $50 000. Solde actuel $8,400. Je tapais sur l'icône d'édition. Je sélectionnais et gelais toutes les cartes. L'application demanda une confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir suspendre les privilèges de cet utilisateur autorisé? Je tapais oui. Statut, suspendu. Suivant. J'ouvris mon client de messagerie. Je composais un nouveau message à Sarah, ma directrice financière, dont je savais qu'elle consulterait son téléphone même à 21h du soir. Objet, urgent. Activation de la clause 7.3. Je tapais rapidement, mes pouces bougeant avec la précision d'un pianiste. Avec effet immédiat, suspendez tous les pouvoirs de signature de Derek Vaughan dans l'attente d'un examen d'urgence du conseil d'administration. En pièce jointe, la preuve d'un complot visant à frauder un actionnaire majoritaire et d'une intention de forcer des signatures sous la contrainte. Je joignis les captures d'écran des emails entre Eleanor, Derek et Miranda que j'avais capturés dans le bureau du directeur. Je cliquais sur Envoyer. L'ensemble du processus prit moins de 30 secondes. En une demi-minute, j'avais sectionné les artères financières qui maintenaient l'ego de Derek en vie. Derek parlait toujours, sans se rendre compte qu'il était maintenant professionnellement mort. Je veux dire, regardez cet endroit, dit-il, faisant un geste autour de la pièce avec une bravade forcée. C'est stressant. Les lumières, le bruit, ça a affecté tout le monde. Marco. Il appela le directeur, sa voix forte et arrogante. Il voulait reprendre le contrôle de la seule façon qu'il connaissait, en dépensant de l'argent, en étant le grand homme qui paie l'addition. Marco, apporte l'addition, ordonna Derek. Je paie. Je ne veux aucune charité de la maison. Je paie pour ma propre famille. Marco me regarda. Je lui fis un signe de tête microscopique. Qu'il essaie. Marco s'avança, son visage impassible. Il tenait le terminal de paiement sans fil dans sa main. Le total pour la soirée est de $1,240, monsieur Vaughan. Derek fouilla dans la poche de sa veste et sortit la lourde carte Amex en métal. Il la tint entre 2 doigts, s'assurant que la lumière captait la finition noire. Il l'inséra dans le lecteur de puce avec une moue, me fixant tout le temps comme pour dire, tu vois, je suis toujours le soutien de famille. La machine réfléchit un instant, puis elle émit un bip rauque et grave. Refusé. Derek fronça les sourcils. La puce doit être sale. Il la retira, la frotta vigoureusement contre son costume en laine coûteux et la remit à l'intérieur. Traitement en cours. Refusé. Contactez l'émetteur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre machine, lança Derek, la sueur commençant à perler sur son front. Cette carte a une limite de $200 000. La machine fonctionne parfaitement, monsieur, dit Marco, sa voix polie, mais elle porta aux tables voisines. Très bien, marmonna Derek. Il sortit son portefeuille et récupéra la visa. Essayez celle-là. Marco prit la carte et la tapota contre l'écran. Bip. Refusé.
Le silence qui suivit fut plus fort que la gifle ne l'avait été. Derek fixa la petite machine noire comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. Il me regarda et, pour la première fois, la véritable horreur de sa situation lui apparut. Il réalisa que l'argent n'était pas seulement mis en pause. Il avait disparu. Le tour de magie était terminé. Mes cartes, murmura Derek. Pourquoi mes cartes ne fonctionnent-elles pas? Il semble que le titulaire principal du compte ait mis à jour les paramètres de sécurité, dit Marco. Il le dit assez fort pour que le couple à la table voisine arrête de manger son dessert pour écouter. Peut-être devriez-vous appeler votre banque ou demander à votre femme. Derek se tourna vers moi, le visage pâle. Nathalie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé mes biens, dis-je. Ma voix était basse, dépourvue d'émotion. Tu as dit que tu voulais t'occuper des choses, Derek. Je te laisse juste voir jusqu'où tu peux aller par toi-même. Eleanor, qui avait regardé en silence stupéfaite, halta soudainement. Elle commença à fouiller frénétiquement dans sa petite pochette. J'ai de l'argent liquide, balbutia-t-elle. Je pense que j'ai 300 $ et Richard en a dans son portefeuille. Richard, donne-moi ton portefeuille. Elle était terrifiée. L'humiliation de voir les cartes de son fils refusées dans un restaurant de la haute société était un sort pire que la mort pour elle. Range ton argent, Eleanor, dis-je. Ma voix était tranchante, traversant sa panique. J'ai déjà demandé au service des finances de considérer ce dîner comme une radiation interne. Je ne veux pas que tu dises à ton club de bridge que j'ai pris l'argent de ta pension pour payer ton repas. Je ne prendrai pas de charité de toi, siffla Eleanor, bien qu'elle ait cessé de chercher son portefeuille. Ce n'est pas de la charité, répondis-je. C'est un accord de départ. Lily s'avança. Elle posa une main sur le bras de sa mère, pas doucement, mais avec une prise ferme. Allez, dit Lily. Je vais vous accompagner jusqu'à la voiture avant que vous ne vous embarrassiez davantage. Les gens vous filment, maman. Eleanor regarda autour d'elle. Elle vit les téléphones levés aux autres tables. Elle se rétrécit à l'intérieur de son manteau de fourrure. Lily, dis-je. Lily s'arrêta et se tourna vers moi. Ses yeux étaient tristes mais clairs. Si tu veux rester après les avoir accompagnés à la voiture, dis-je, je serais heureuse de te faire visiter la cuisine. Le chef pâtissier travaille sur un nouveau soufflé et il adore recevoir des commentaires. C'était une branche d'olivier. C'était une invitation à franchir la ligne, à quitter leur camp et à rejoindre le mien. Lily sourit. C'était un petit sourire sincère. J'aimerais ça, dit-elle. Donne-moi 2 minutes. Eleanor se raidit. Elle retira son bras de celui de Lily et se tourna pour me faire face une dernière fois. Elle essaya de faire appel à la fière matriarche qu'elle était au début de la soirée, mais la fondation était fissurée. Tu peux être propriétaire du bâtiment, Nathalie, cracha Eleanor, sa voix tremblant d'une rage impuissante. Tu peux être propriétaire du vin et de la nourriture, mais tu n'appartiendras jamais à cette famille. Tu seras toujours une étrangère. Je la regardais, cette femme qui m'avait rabaissé, utilisé et giflé. Je regardais Derek, l'homme qui était resté là à ne rien faire. Je viens de découvrir que ce n'est pas une si mauvaise chose, répondis-je. Eleanor ouvrit la bouche pour rétorquer, mais Richard posa une main sur son épaule. Allons-y, Eleanor, dit-il doucement. Ils se retournèrent et sortirent. La porte vitrée se referma derrière eux. J'étais seul dans le salon privé avec Marco. L'air était immobile. L'adrénaline qui m'avait animé commençait à retomber, laissant derrière elle une douleur sourde au visage. Je levai lentement ma main et touchai ma joue gauche. Elle était chaude au toucher. Elle sera meurtrie d'ici demain. Mais lorsque je pressai mes doigts contre la peau sensible, je n'éprouvais pas de honte. J'éprouvais de la clarté. La douleur était une marque de ponctuation à la fin d'une phrase très longue et très mauvaise. Je regardai Marco. Débarrassez la table, s'il vous plaît, dis-je. Et dites au chef que je reviens le saluer. Oui, Madame Reyes, dit Marco. Je restai assise un instant de plus, écoutant l'écho lointain de leurs pas, sentant le poids du téléphone dans ma main, la télécommande d'une vie que je commençais enfin à vivre selon mes propres conditions. Je ne retournai pas à la vaste maison coloniale de la banlieue ce soir-là. Cette maison, avec sa pelouse soignée et la chambre d'enfant qu'Eleanor aimait tant critiquer, était un décor pour une pièce qui avait été annulée.
C'était un monument à un mariage qui s'était effectivement terminé au moment où mon mari a vu sa mère frapper mon visage et n'a rien fait. Au lieu de cela, je conduisis jusqu'au quartier des Arts, jusqu'à un loft industriel transformé au dernier étage d'un bâtiment en briques que Derek connaissait à peine. Pour lui, ce n'était que le siège social du groupe hôtelier Reyes, une adresse postale à des fins fiscales. Pour moi, c'était un sanctuaire. C'était le seul endroit au monde qui était entièrement à moi. L'espace était vaste et frais, éclairé uniquement par les lumières de la ville filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond. Je m'assis à la longue table de conférence en bois récupéré, la surface froide contre mes avant-bras. Étalée devant moi se trouvait l'autopsie de mon mariage. Ce n'était pas une collection de lettres d'amour ou de photos. C'était un audit forensique. J'avais passé les 2 dernières heures à organiser les documents en piles ordonnées et accablantes. À ma gauche se trouvait l'acte de propriété de la maison. À ma droite se trouvaient les actes constitutifs des sociétés holding. Et au centre, la pièce de résistance, une pile de relevés bancaires et de journaux de transactions par carte de crédit que mon expert comptable forensique avait signalé au cours des 6 derniers mois. Le montant total des fonds détournés était stupéfiant, 8 millions de dollars. Derek avait détourné 8 millions de dollars des comptes d'exploitation de 3 filiales différentes au cours des 2 dernières années. Il les avait étiquetés comme frais de conseil, études de marché et développement commercial. Mais la répartition forensique racontait une histoire différente. Elle racontait une histoire de jets affrétés vers Cabo San Lucas, de suite au Ritz à Paris et de bijoux en diamant que je n'ai certainement jamais reçus. Bon nombre de ces dépenses coïncidaient parfaitement avec les dates des réunions d'investisseurs auxquelles il avait assisté avec Miranda Holloway. L'horloge numérique au mur indiquait 23h45 lorsque le buzzer hurla. Je savais que c'était lui. J'avais éteint mon téléphone, il avait donc probablement conduit jusqu'au seul autre endroit où il savait que je pouvais être. Je l'ouvris sans demander qui c'était. Je voulais qu'il voie ça. Je voulais qu'il voie la paperasse de sa propre destruction. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans le loft, Derek ressemblait à un homme qui avait traversé une zone de guerre. Sa cravate était défaite, pendant lâchement autour de son cou comme un nœud coulant. Sa chemise était froissée, tachée de sueur et de vin. Ses yeux étaient injectés de sang, cernés par l'épuisement d'un homme qui avait passé les 3 dernières heures à se disputer avec sa mère et à crier sur des représentants de banque qui refusaient de lui parler. Il entra dans la pièce, regardant autour de l'espace industriel ombragé comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. D'une certaine manière, il ne l'avait pas fait. Il ne s'était jamais donné la peine de visiter la salle des machines de la machine qui imprimait son argent. Nathalie, souffla-t-il, sa voix rauque. Il se dirigea vers la table, les mains tremblantes. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement me bloquer. Tu nous détruis. Nous. Il s'accrochait toujours au pluriel. Il essayait toujours de se cacher derrière le nom collectif. Il n'y a pas de nous, Derek, dis-je. Ma voix était calme, résonnant légèrement dans la grande pièce. Il n'y a qu'un demandeur et un défendeur. Arrête de parler comme un avocat, cria-t-il, frappant sa main sur le dossier d'une chaise en cuir. Je suis ton mari. Ma mère, elle a dépassé les bornes. J'admets qu'elle était ivre. Elle est à l'ancienne. Mais tu as gelé les comptes, tu m'as humilié devant Marco. C'était cruel, Nathalie. C'était vindicatif. Assieds-toi, Derek, dis-je. Je ne veux pas m'asseoir. Asseyez-vous, répétai-je, ma voix baissant d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Ou j'appelle la police et vous fais arrêter pour intrusion illégale, et compte tenu de l'état actuel de vos cartes de crédit, je ne pense pas que vous puissiez vous permettre une caution. Il se figea. La réalité de son impuissance le frappa à nouveau. Il tira la chaise et s'y enfonça, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Je pris le premier document, l'impression de la chaîne de mai entre lui, Eleanor et Miranda. Je le fis glisser sur la table. Il s'arrêta à quelques centimètres de ses mains. Lisez-le, dis-je. Il baissa les yeux. Il le reconnut immédiatement. Nathalie, ce ne sont que des paroles. Miranda est agressive. Elle ne faisait que réfléchir à des stratégies pour gérer le conseil d'administration. Je n'ai jamais accepté. Vous ne vous êtes pas opposé, interrompis-je. Vous avez discuté du rythme. Vous avez discuté de l'image. Vous avez conspiré avec un tiers pour provoquer une crise de santé mentale chez votre femme dans un lieu public afin de déclencher une clause de contrainte dans un contrat de mariage. En termes juridiques, Derek,
Il s'agit d'un complot visant à commettre une fraude et à infliger une détresse émotionnelle. C'était un test, plaida-t-il, se penchant en avant. Miranda a dit que nous devions voir si vous pouviez gérer la pression du monde des enjeux élevés. Si vous étiez simplement resté calme. Je suis resté calme, lui rappelai-je. Je suis toujours calme. C'est pourquoi vous êtes terrifié. Je pris la pile de papier suivante, les relevés bancaires. Parlons des 8 millions de dollars, dis-je. Le visage de Derek devint gris. La couleur le quitta si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Je peux expliquer ça, balbutia-t-il. Investissement, capital d'amorçage. Vous savez que je me suis intéressé à la crypto. Ne me mens pas, Derek, dis-je doucement. J'ai les reçus, le week-end à Aspen, celui que tu disais être une retraite technologique. La facture du chalet indique 2 invités, Monsieur Derek Vaughan et Madame Miranda Holloway. Je fis glisser le papier sur la table et le bracelet Cartier acheté à Miami. Je continuai, en faisant glisser une autre feuille, celui qui a été débité sur le fonds Reyes Hospitality Equipment Fund. J'ai vérifié ma boîte à bijoux. Derek, il n'y est pas. Il fixa les papiers, la bouche s'ouvrant et se fermant. Il n'y avait pas de justification qui puisse réparer ça. Il n'y avait pas de charme qui puisse faire disparaître ça avec un sourire. Vous n'êtes pas un millionnaire autodidacte, Derek, dis-je, me penchant en arrière sur ma chaise. Vous êtes un garçon d'affiche. Vous êtes un atout marketing que j'ai créé parce que le monde des affaires préfère signer des chèques à des hommes avec des mâchoires carrées. J'ai construit le portefeuille. J'ai structuré les accords. J'ai écrit le code du produit original. Tout ce que vous avez fait, c'est porter le costume et lire les lignes que j'ai écrites pour vous. J'ai travaillé dur, cria-t-il, les larmes aux yeux. Je suis allé aux réunions. J'ai serré des mains. Vous avez dépensé l'argent, rectifiai-je. Vous avez dépensé 8 millions de dollars de fonds de l'entreprise pour un style de vie que vous n'avez pas gagné et pour une maîtresse qui vous aidait à comploter pour voler le reste. La pièce se tut. Le bourdonnement du réfrigérateur dans la kitchenette était le seul bruit. Qu'est-ce que tu veux, murmura finalement Derek. Tu veux divorcer? Prends la maison. Prends les voitures. Ne me ruine pas, s'il te plaît. Je ne veux pas la maison, dis-je. Et je n'ai pas besoin de prendre les voitures. Je les possède déjà. Voici ce qui va se passer. J'ouvris un dossier en cuir et en sortis un document que j'avais rédigé avec mon avocat il y a 1 heure. Ceci est un accord de règlement, dis-je. Vous allez le lire, puis vous allez le signer. J'énonçai les conditions, les comptant sur mes doigts. 1. Vous démissionnerez immédiatement de tous les postes de direction au sein de Vaughan Capital, Reyes Hospitality et de toutes les entités filiales. Nous présenterons cela comme une décision de poursuivre des intérêts philanthropiques personnels. Derek tressaillit mais acquiesça. 2. Vous transférerez votre participation de 40% dans la société de gestion à Aurora Holdings pour un montant nominal de $1. Cela me rend le contrôle total des actions. $1, s'étrangla-t-il. Cette participation vaut 20 millions de dollars. Elle ne vaut rien si je vous poursuis pour détournement de fonds, dis-je froidement. Voulez-vous négocier la valeur de votre liberté, Derek? Parce que les directives de condamnation pour vol qualifié impliquant 8 millions de dollars sont assez sévères. Il ferma la bouche. 3. Continuai-je, vous publierez une déclaration publique approuvée par mon équipe de relations publiques, reconnaissant que votre succès était une coentreprise et que j'étais l'architecte financier principal. Vous n'avez pas à dire que vous étiez une marionnette, mais vous admettrez que j'ai tiré les ficelles. Et qu'est-ce que j'obtiens, demanda-t-il, sa voix amère. Sans abri? Non, dis-je, vous obtenez une allocation. Je vais mettre en place une fiducie pour vous. Vous recevrez 150 000 $ par an versés mensuellement. C'est suffisant pour vivre une vie confortable de classe moyenne. Vous pouvez louer un bel appartement. Vous pouvez conduire une voiture décente, mais les jets privés, les dîners à 5 000 $, les jours où vous étiez un playboy millionnaire sont terminés. Derek regarda le document. Il regarda la preuve de son vol. Il me regarda. Vous voulez m'humilier, dit-il, secouant la tête. Vous voulez vous venger. Non, Derek, dis-je, croisant son regard. Je veux que les comptes s'équilibrent. Je veux que la vérité soit consignée dans les dossiers officiels. La partie vengeance? C'est ce que tu t'es fait à toi-même quand tu as laissé ta mère me gifler et que tu as essayé de voler mon entreprise.
Il resta assis là pendant un long moment. Je pouvais voir les roues tourner dans sa tête. Il pensait à Miranda. Il se demandait si elle allait le sauver. Si vous pensez à appeler Miranda, dis-je, lisant dans ses pensées, vous devriez savoir que j'ai déjà préparé un dossier séparé pour son conseil d'administration. Il comprend les emails prouvant qu'elle a conspiré pour manipuler la famille d'un partenaire commercial à des fins de chantage. Si vous ne signez pas ce document dans les 48 heures, ce dossier sera envoyé à son conseil d'administration et la preuve de votre vol sera envoyée au procureur du district. Derek s'affaissa. Ses épaules s'effondrèrent. Le combat le quitta comme l'air d'un pneu crevé. 48 heures, murmura-t-il. 48 heures, confirmai-je. Prenez les papiers. Allez à l'hôtel. Ne retournez pas à la maison. J'ai fait changer les serrures. Je vous verrai à la table de médiation. Il se leva lentement. Il tendit la main et prit le dossier. Il regarda la pile de relevés bancaires, la preuve de sa trahison. Et puis il me regarda. Je t'aimais. Tu sais, dit-il. C'était une tentative faible et pathétique de manipulation finale. Au début, je sais, dis-je. Je t'aimais aussi. C'est pourquoi j'ai payé 8 millions de dollars pour apprendre cette leçon. Il se tourna et se dirigea vers l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent avec une douce sonnerie. Il entra et, alors que les portes métalliques se refermaient, le coupant de ma vue, je laissai finalement échapper le souffle que je retenais depuis 7 ans. J'étais seul dans le loft sombre. J'étais fatigué. Mes joues me lançaient toujours. Mais pour la première fois depuis une décennie, ma valeur nette était calculée non pas en dollars, mais en vérité, et j'étais très, très riche. 3 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés en zone neutre. C'était une salle de conférence au 42e étage d'un cabinet d'avocats qui n'appartenait ni à mon avocat ni au leur. La pièce était une étude de l'intimidation, avec une table faite d'une seule dalle de marbre noir et une vue sur la ville qui réduisait les gens en dessous à la taille d'insectes. Le climatiseur était réglé à une température glaciale de 20 degrés Celsius, mais la température de la pièce était sensiblement plus basse. Je me suis assise d'un côté de la table avec Sarah, mon avocate d'entreprise, et James, mon avocat personnel. En face de nous se trouvait la dynastie en ruine de la famille Vaughn. Eleanor était assise au centre, flanquée de Derek et Richard. Elle portait un tailleur gris anthracite sévère qui ressemblait à une armure. Ses cheveux étaient vaporisés en un casque de perfection. Elle ne me regardait pas. Elle fixait le pichet d'eau au centre de la table comme si sa seule force de volonté pouvait le transformer en vin. Derek ressemblait à un fantôme. Il avait perdu 5 kilos depuis la nuit du loft. Son costume pendait lâchement sur sa silhouette, et il y avait des cernes sous ses yeux qu'aucune quantité d'anticernes ne pouvait cacher. À côté de lui, Richard était assis voûté, les mains jointes sur la table, ressemblant à un homme attendant une audience de condamnation. Lily était assise à l'extrémité de la table, légèrement à l'écart de sa famille, signalant une séparation physique et émotionnelle qu'Eleanor avait clairement notée avec dédain. « Commençons, dit Sarah, ouvrant un épais classeur. Sa voix était nette, professionnelle et totalement dépourvue de pitié. Nous sommes ici pour finaliser la séparation des biens et la restructuration des entités corporatives connues sous le nom de Vaughn Capital et Reyes Hospitality Group. L'avocat d'Eleanor, un homme du nom de Monsieur Henderson, qui facturait $600 l'heure pour avoir l'air ennuyé, se pencha en avant. Mon client, Monsieur Vaughn, affirme que ses contributions à la valeur de la marque lui donnent droit à une indemnité de départ importante, dépassant de loin l'allocation proposée par Madame Reyes. M. Vaughn n'a aucun levier, répondit Sarah, sans même lever les yeux de ses notes. Soyons clairs sur la structure de la propriété, car il semble qu'il y ait eu une certaine confusion au sein de la famille. Elle projeta un graphique sur l'écran au mur. C'était un réseau complexe d'entités, mais le code couleur était simple. Tout ce qui était en bleu m'appartenait. Tout ce qui était en rouge appartenait à Derek. L'écran était presque entièrement bleu. Derek Vaughn détient une participation minoritaire sans droit de vote dans la société d'exploitation, expliqua Sarah, utilisant un pointeur laser pour encercler une minuscule tranche du graphique circulaire. Cependant, selon les termes de l'accord d'exploitation d'origine, en particulier la clause 7.3, tout dirigeant qui adopte une conduite préjudiciable à l'entreprise ou qui conspire pour frauder l'actionnaire majoritaire déclenche une option de rachat automatique. Sarah fit une pause et regarda directement Derek.
Les emails que vous avez échangés avec Miranda Holloway et votre mère concernant le dîner à la Glass House constituent un complot visant à commettre une fraude et à causer un préjudice à la réputation. Par conséquent, Madame Reyes exerce son droit de racheter vos actions à la valeur comptable. La valeur comptable actuelle de vos actions, compte tenu de la dette que vous avez contractée en raison de dépenses non autorisées, est de 400 000 $. Derek tressaillit. Eleanor leva finalement les yeux, ses yeux se plissant. C'est absurde, siffla Eleanor. Mon fils a construit cette entreprise. Il en est le visage. Vous ne pouvez pas simplement l'effacer avec une feuille de calcul. Nous ne l'effaçons pas, Madame Vaughn, dis-je, prenant la parole pour la première fois, nous corrigeons les faits. De plus, ajouta James, faisant glisser un document sur la table en marbre, nous avons la preuve que Monsieur Vaughn a utilisé les fonds de l'entreprise pour des voyages et des cadeaux personnels totalisant 8 millions de $. Nous sommes prêts à renoncer aux poursuites pénales pour détournement de fonds uniquement s'il accepte les termes de la séparation aujourd'hui. Derek regarda son avocat. Monsieur Henderson soupira et enleva ses lunettes. Ils vous tiennent à la gorge, Derek, murmura Henderson assez fort pour que tout le monde l'entende. Les emails sont accablants, et avec l'accord de Northbridge suspendu. Il n'est pas suspendu, marmonna Derek, sa voix se brisant. Miranda attend juste. Miranda Holloway a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à votre bureau ce matin, dis-je doucement. Elle prend ses distances avec vous pour sauver son propre siège au conseil d'administration. C'est fini, Derek. Derek s'affaissa sur sa chaise. Le dernier éclair d'espoir dans ses yeux s'éteignit. Il prit le stylo. Je vais signer, murmura-t-il. Derek, non, claqua Eleanor, lui saisissant le poignet. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Nous sommes des Vaughn. Nous ne nous rendrons pas à elle. Maman, arrête, dit Derek, retirant son bras. Il avait l'air épuisé. Je n'ai plus d'argent. Mes cartes sont refusées. Les investisseurs ont cessé de répondre à mes appels il y a 3 semaines. Je dois signer. Il signa le document. Le grattement du stylo sonna comme une allumette qu'on craque. Soudain, Lily s'éclaircit la gorge. J'ai quelque chose à dire, annonça-t-elle. Eleanor se tourna vers sa fille, sa lèvre se retroussant. Tu en as assez fait, Lily, en nous apportant cette honte. Je ne suis pas celle qui nous a fait honte, maman, dit Lily, sa voix tremblant légèrement, mais gagnant en force à chaque mot. Je veux m'assurer que quelque chose soit consigné au procès-verbal parce que pendant 20 ans, je t'ai regardé traiter Nathalie comme si elle avait de la chance d'être dans cette pièce, comme si elle était une invitée qui avait prolongé son séjour. Lily ouvrit un dossier qu'elle avait apporté avec elle. Ce n'était pas un classeur juridique. C'était un simple dossier manille rempli de copies de chèques et de virements électroniques. Il y a 3 ans, dit Lily, regardant son père, papa a subi un triple pontage coronarien. La facture était de 240 000 $. L'assurance a couvert 60%. Qui a payé le reste? Richard baissa les yeux sur ses mains. Il ne parla pas, Derek a dit qu'il avait payé, continua Lily. Il a dit à tout le monde au club qu'il s'en était occupé, mais voici le chèque. Il est signé par Nathalie Reyes. Elle fit glisser le papier vers Richard. Et mes frais de scolarité, poursuivit Lily. NYU n'est pas bon marché. 55 000 $ par an. Maman, tu m'as dit que cela provenait de la fiducie familiale. Il n'y a pas de fiducie familiale, n'est-ce pas? Les chèques provenaient du compte d'exploitation de Reyes Hospitality. Nathalie a payé mes études. Nathalie a payé le cœur de papa. Nathalie a payé la rénovation de votre cuisine l'été dernier. Eleanor fixait les papiers comme s'ils étaient radioactifs. Son visage était pâle, sa bouche une fine ligne de fureur. Elle a fait ça pour nous contrôler, cracha Eleanor, s'accrochant à un récit qui la maintenait comme la victime. Elle a utilisé l'argent pour se faire une place, pour nous rendre dépendants. Elle a fait ça parce qu'elle est de la famille, dit Lily, sa voix s'élevant. Ou elle pensait qu'elle l'était. Elle a couvert les échecs de Derek. Elle a couvert vos dépenses. Et comment l'avez-vous remercié? Vous l'avez giflé devant 50 personnes. Tu prends son parti, demanda Eleanor, sa voix tremblant d'un sentiment de trahison qui semblait sincère dans sa logique tordue. Tu choisis son argent plutôt que ton propre sang. Non, maman, dit fermement Lily. Je choisis la vérité, et je choisis de ne plus fermer les yeux. Vous avez giflé la femme qui a sauvé la vie de papa.
Ce n'est pas de la dignité. C'est honteux. La pièce se tut. Eleanor regarda Richard, attendant qu'il la défende, attendant qu'il remette Lily à sa place. Mais Richard fixa simplement le chèque avec sa signature sur le formulaire de décharge médicale à côté du mien. Je regardais Eleanor. Elle était acculée, dépouillée de son terrain moral élevé, exposée comme un cas de charité en vêtements de marque. Il était temps de porter le coup final. J'ai une autre condition, dis-je. Sarah fit glisser une seule feuille de papier vers Eleanor. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Eleanor, la regardant avec dédain. C'est un accord de non-divulgation et de non-dénigrement, expliquai-je. Et une ordonnance restrictive volontaire. Vous voulez me faire taire, rit Eleanor, un son dur et cassant. J'ai des droits. Je peux raconter mon histoire. Vous pouvez, approuver-je. Mais si vous le faites, je déposerai une plainte civile pour voie de fait concernant l'incident à la Glass House. Nous avons les images de sécurité, Eleanor. Elles sont en résolution 4K, et je publierai également les relevés financiers montrant exactement qui a soutenu le style de vie des Vaughn au cours de la dernière décennie. Je me penchai en avant, croisant son regard. Si vous signez ce document, dis-je, je ne porterai pas plainte. Je ne vous poursuivrai pas en justice. Je ne publierai pas la vidéo dans la presse. Vous conserverez votre liberté et ce qui reste de votre réputation. Mais en échange, vous ne prononcerez plus jamais mon nom en public. Vous ne me contacterez jamais, et vous ne mettrez plus jamais les pieds dans aucune propriété appartenant à Rias Hospitality Group. Eleanor regarda le document. Ses mains tremblaient. Être réduite au silence par sa belle-fille qu'elle méprisait était pour elle un sort pire que la pauvreté. Je ne le signerai pas, murmura-t-elle. Richard, dis-lui. Richard Vaughn releva lentement la tête. Il regarda sa femme, puis son fils, et finalement moi. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux, mais aussi une lueur de quelque chose de nouveau, du respect. Signe-le, Eleanor, dit Richard. Sa voix était rauque, inusitée. Richard halta Eleanor, se tournant vers lui. Elle a payé pour mon cœur, Eleanor, dit Richard, tapotant le document que Lily avait placé devant lui. Elle m'a sauvé la vie alors que je restais assis là à te laisser la rabaisser pendant 7 ans. Nous avons perdu. Nous méritons de perdre. Signe le document pour que nous puissions rentrer chez nous. Eleanor commença à protester, mais Richard rugit, frappant sa main sur la table, signe-le. C'était la première fois de ma vie que je le voyais hausser la voix. Termine ça maintenant. Eleanor tressaillit comme s'il l'avait frappée. Elle regarda autour d'elle dans la pièce, réalisant qu'elle était complètement seule. Son fils était brisé. Sa fille avait fait défection. Son mari avait enfin trouvé une colonne vertébrale. Elle prit le stylo. Sa main tremblait si fort que la signature était à peine lisible. Elle poussa le document vers moi et se leva. J'espère que tu es heureuse, dit-elle, sa voix creuse. Tu as ton argent, tu as ta victoire, mais tu es seule. Je suis seule dans ce mariage depuis longtemps, Eleanor, répondis-je calmement. Au moins maintenant. La pièce était silencieuse. Les avocats finalisèrent les documents. Les timbres furent apposés. Les copies furent distribuées. Derek se leva. Il me regarda une dernière fois, ouvrant la bouche comme pour dire quelque chose, peut être des excuses, peut-être une supplique, mais il vit le regard dans mes yeux et se ravisa. Il se tourna et sortit, un homme dépouillé de sa mythologie. Richard se leva et me fit un signe de tête. Je suis désolé, Nathalie, dit-il doucement. Pour tout. Prends soin de toi, Richard, dis-je. Il conduisit Eleanor hors de la pièce. Elle marchait raide, regardant droit devant elle, une reine déchue marchant vers l'exil. Lily resta. Elle commença à ranger son dossier. Ça va, me demanda-t-elle. Je crois que oui, dis-je. Tu viens toujours mardi ? Nous avons une réunion de stratégie marketing pour le nouveau bistrot. Je serai là, dit Lily en souriant. J'ai besoin des heures puisque je paie mon propre appartement maintenant. À mardi alors, dis-je. Lily partit, fermant la lourde porte derrière elle. J'étais assise seule dans l'immense salle de conférence. Le silence était absolu. Je regardais la pile de documents signés devant moi. J'avais gagné. J'avais protégé mes actifs. J'avais réduit au silence mes agresseurs. J'avais repris ma vie en main. Je m'attendais à ressentir une montée de triomphe,
une poussée d'adrénaline comme je l'avais ressenti au restaurant. Mais au lieu de cela, je ressentais juste un vaste vide résonnant. C'était la sensation d'un bâtiment qui avait été démoli. La poussière retombait. Les débris étaient dégagés. Et maintenant, il n'y avait qu'un trou béant dans le sol à l'endroit où se dressait une structure. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait en contrebas comme une carte de circuit imprimée. L'ancienne structure avait disparu. Les fondations défectueuses avaient été creusées. Les parasites avaient été retirés. Je pressai ma main contre la vitre froide. C'était terrifiant de regarder cet espace vide. Mais en regardant la circulation dans les artères de la ville en contrebas, je réalisai que pour la première fois de ma vie, j'étais l'architecte, le constructeur et le propriétaire de tout ce qui allait suivre, et j'avais beaucoup de travail à faire. La maison de verre était exactement la même que la nuit où mon mariage s'était terminé. Pourtant, elle me semblait être un bâtiment complètement différent. L'éclairage était toujours cet ambre chaud et coûteux. Le piano jazz flottait toujours dans l'air avec un rythme nonchalant et sophistiqué, mais la tension qui avait autrefois rendu l'air si épais qu'on pouvait s'étouffer avait disparu, remplacée par le véritable bourdonnement de personnes qui s'appréciaient réellement. J'étais assise en bout de la longue table dans la salle à manger privée, la même pièce où Eleanor m'avait giflé. Mais ce soir, les murs de verre ne me donnaient pas l'impression d'être dans une cage. Ils ressemblaient à une plateforme d'observation. Autour de moi étaient assises les personnes qui m'avaient aidé à reprendre ma vie en main. À ma gauche se trouvait Marco, mon directeur général, qui s'était tenu comme une sentinelle lorsque mon monde s'écroulait. À ma droite se trouvait Sarah, l'avocate qui avait transformé mon chagrin en une arme de destruction massive. En face de moi était assis Chef Gordon, qui avait préparé un menu dégustation spécial pour nous, et à côté de lui se trouvait Lily. Lily avait l'air différente. Elle portait un blazer structuré et ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle n'était plus la petite sœur terrifiée. Elle était l'assistante de direction du PDG de Riaes Hospitality Group. Elle avait passé les 2 dernières semaines à organiser mon emploi du temps et à apprendre les subtilités de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, faisant preuve d'une aptitude pour les affaires que Derek n'avait jamais possédée. Au nouveau chapitre, dit Marco en levant son verre de champagne millésimé. À la patronne, ajouta Chef Gordon avec un sourire. Nous trinquerons. Le cristal chanta une note claire et joyeuse. Alors que je prenais une gorgée, mon téléphone vibra sur la table. C'était une notification des alertes économiques du Wall Street Journal. Je le pris et lus le titre, Vaughn Capital se restructure, le fondateur Derek Vaughn démissionne. Reconnaît l'orientation stratégique du conjoint et le succès précoce. Cela avait été fait plus tôt dans l'après-midi au tribunal de district. Derek avait signé l'accord final. C'était un document dépourvu d'émotion, mais lourd de conséquences. Il avait formellement renoncé à toute revendication sur l'appréciation de mes actifs. Il avait rendu la participation de 40% dans la société de gestion qu'il avait essentiellement volée. Et plus important encore pour moi, il avait approuvé une déclaration publique. Ce n'était pas un aveu humiliant. Je n'avais aucun intérêt à le détruire publiquement juste pour le sport. C'était simplement une correction du registre. La déclaration indiquait que bien que Derek ait été le visage public de l'entreprise, le capital fondateur, l'architecture stratégique et la supervision opérationnelle avaient été fournis par Nathalie Reyes. C'était la vérité. Et en la lisant en noir et blanc, formatée dans la police austère d'une grande publication financière, je ne ressentis pas une poussée de joie malveillante. Je ressentis une légèreté profonde et tranquille. C'était la sensation de poser un sac à dos lourd après une randonnée de 10 miles. C'est sorti, demanda Sarah, me voyant regarder le téléphone. C'est sorti, acquiesçai-je. Bien, dit Sarah, coupant son confit de canard. Maintenant, peut-être que ses créanciers cesseront d'appeler mon bureau pour savoir s'il est toujours solvable. Je rangeai le téléphone. Ne parlons pas de lui. Ce soir, c'est à nous. Je me levai. La table se tut. À travers les murs de verre, je pouvais voir le personnel de la salle principale s'arrêter de travailler pour lever les yeux. J'avais demandé à Marco de réunir tout le monde pour un bref moment avant que le coup de feu du dîner ne commence. Je sortis de la salle privée et me tins sur le petit palier qui surplombait la salle à manger principale, le personnel de cuisine, les serveurs, les débarrasseurs. Ils levèrent tous les yeux. Ils connaissaient les rumeurs. Ils savaient pour la gifle. Ils savaient pour les cartes de crédit gelées. Mais ils ne m'avaient jamais entendu directement.
Bonsoir à tous, dis-je. Ma voix était assurée, légèrement amplifiée par l'acoustique de la pièce. Je sais qu'il y a eu beaucoup de drames dans ce bâtiment récemment. Je sais que vous avez vu des choses qui se passent habituellement dans les feuilletons, pas dans les établissements professionnels. Quelques serveurs rirent. Pendant longtemps, continuai-je, je suis resté dans l'ombre. J'ai laissé quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite du travail que nous avons fait ici parce que je pensais que c'était ce qu'une bonne épouse était censée faire. Je pensais que protéger son ego était plus important que de revendiquer ma propre réalité. Je regardais Marco, puis Lily, et finalement de nouveau l'équipe. J'avais tort. Ce restaurant, la maison de verre, a été construit sur une idée simple, que la qualité parle d'elle-même, que la vérité compte. Désormais, c'est un endroit où personne n'est humilié simplement parce que quelqu'un d'autre pense qu'il est plus riche, plus bruyant ou plus puissant. Nous servons l'excellence ici, et nous traitons tout le monde avec respect, à commencer par les personnes qui travaillent dans cette pièce. Il y eut une pause, puis le personnel éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas les applaudissements polis d'un public contraint. C'était sincère. Je vis mes épaules se détendre. Je vis des sourires. Je retournai dans la salle à manger privée, ressentant une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le champagne. Beau discours, dit Lily alors que je m'asseyais. Je pensais chaque mot, répondis-je. Nous venions de terminer le plat principal, un magnifique agneau rôti qui se détachait de l'os, lorsque le casque de Marco grésilla. Il écouta pendant un moment, son expression se resserrant. Il me regarda, une question dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Marco ?» demandai-je. « Nous avons une situation au comptoir d'accueil, dit Marco à voix basse. C'est Monsieur Vaughan et sa mère. » La table se tut. Sarah attrapa sa mallette, ses instincts d'avocate se réveillant. « Tu veux que je m'en occupe ?» Non, dis-je, essuyant ma bouche avec ma serviette. « Je vais m'en occuper. »« Je viens avec toi, dit Lily, se levant immédiatement. Je ne discutais pas. Nous sortîmes de la salle privée, descendîmes le court couloir et entrâmes dans le foyer. Il se tenait près du bureau de l'hôtesse. Eleanor portait un trench coat, son visage pâle et tiré. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, dépouillée de la bravade qui la protégeait habituellement. Derek se tenait à côté d'elle, regardant le sol, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Il ne ressemblait pas à des titans de l'industrie. Il ressemblait à deux personnes qui avaient été enfermées hors de leur propre vie. Quand Eleanor me vit, elle redressa la colonne vertébrale, essayant d'invoquer le fantôme de son ancienne arrogance. « Nathalie, dit-elle. » Sa voix était cassante. « Nous devons parler. »« Bonjour, Eleanor. »« Bonjour, Derek, dis-je. » Ma voix était agréable, professionnelle. « Je suis en plein dîner avec mon personnel. »« Y a-t-il quelque chose d'urgent ?»« Nous voulons une table, exigea Eleanor, bien que la demande manquât de poids. »« C'est mardi soir. L'endroit est à moitié vide. Nous avons le droit de manger ici. »« En fait, nous sommes complets, dis-je, jetant un coup d'œil à l'écran de réservation. C'était un mensonge, mais c'était mon mensonge à raconter. Et même si ce n'était pas le cas, c'est un établissement privé. Nous nous réservons le droit de refuser le service. « Vous allez nous mettre dehors ?» demanda Derek, levant les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Après tout, Nathalie, j'ai signé les papiers. Je t'ai donné ce que tu voulais. Ne pouvons-nous pas simplement prendre un repas pour le bon vieux temps ?» Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que la signature des papiers était une transaction qui lui achetait le pardon. Il ne comprenait pas que la monnaie entre nous avait été dévaluée à zéro. « Il ne s'agit pas des papiers, Derek, dis-je. Il s'agit de limites. Je ne suis plus ta femme. Je suis la propriétaire d'un restaurant où tu as fait une scène et maltraité le personnel. Tu es une responsabilité. Je suis ta belle-mère, s'écria Eleanor, faisant tourner les têtes dans le coin du bar. J'exige d'être assise. Elle fit un pas en avant, essayant de dépasser le comptoir d'accueil. Avant qu'elle ne puisse faire un deuxième pas, une grande ombre tomba sur elle. C'était David, le chef de la sécurité. Il ne la toucha pas. Il se contenta de se mettre sur son chemin, les bras croisés, un mur de muscles et de menaces polies. « Madame, dit David, sa voix un grondement sourd. Veuillez ne pas me forcer à vous escorter à l'extérieur. » Eleanor s'arrêta. Elle regarda David, puis moi.
Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas se frayer un chemin par la force. Lily s'avança derrière moi. Elle se tenait épaule contre épaule avec moi, présentant un front uni. « Maman, dit Lily. » Sa voix n'était pas en colère. Elle était juste incroyablement lasse. « Ce soir est à nous. Tu devrais rentrer chez toi. » Eleanor regarda sa fille. Elle regarda les nouveaux vêtements, la confiance, la façon dont Lily se tenait à côté de moi, non pas comme une subordonnée, mais comme une alliée. « Lily, murmura Eleanor. Tu me mets dehors. » Je te demande gentiment de partir, dit Lily, reprenant les mots que j'avais utilisés dans ma tête 1 millier de fois. S'il te plaît, mon Dieu, ne rends pas ça plus difficile qu'il ne doit l'être. Derek regarda sa sœur. Il vit la force en elle qu'il n'avait jamais possédée. Il secoua la tête, un petit rire amer s'échappant de ses lèvres. Allez, maman, dit Derek. Allons-y. Non, insista Eleanor, sa voix montant jusqu'à un cri strident. Je ne serai pas renvoyé par. Arrête, Eleanor. La voix venait de derrière eux. C'était Richard. Il avait garé la voiture, ou peut-être attendait-il dehors, mais maintenant il se tenait dans l'encadrement de la porte. Il paraissait fatigué, mais ses yeux étaient clairs. Il tendit la main et prit le bras de sa femme. C'est fini, Eleanor, dit Richard doucement. Nous avons perdu. Rentrons à la maison. C'était un rare moment de clarté pour Richard Vaughn. Il n'essaya pas de se battre. Il n'essaya pas de négocier. Il accepta simplement la réalité que sa femme refusait de voir. Eleanor regarda son mari. Elle regarda le restaurant, les lumières chaudes, les convives heureux, le monde dont elle ne faisait plus partie. Ses épaules s'affaissèrent. Le combat s'épuisa d'elle, ne laissant qu'une coquille amère et creuse. Très bien, murmura-t-elle. Elle se retourna. Richard la guida vers la porte. Derek les suivit, jetant un dernier regard vers moi, un regard de regret qui arrivait 7 ans trop tard. La lourde porte vitrée se referma, les enfermant dehors dans la nuit froide. Je restai là un moment, écoutant le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. Je regardais le comptoir d'accueil, le livre de réservation où leur nom n'apparaîtrait plus jamais. Ça va, demanda Lily, touchant mon bras. Ça va, dis-je, et c'était le cas. Je retournai dans la salle à manger privée. La conversation avait cessé, attendant l'issue. Quand je m'assis, Marco me versa un nouveau verre de vin. Je regardais la table. Je regardais l'endroit sur le bois où la main d'Eleanor s'était posée juste avant qu'elle ne me gifle. Je tendis la main et passai mes doigts sur le grain. Ce n'était que du bois. Ce n'était qu'une table. Le souvenir était là, mais la piqûre avait disparu. J'avais pris la douleur, et je l'avais transformée en pouvoir. J'avais pris l'humiliation, et je l'avais transformée en plan d'affaires. À l'avenir, dis-je, levant à nouveau mon verre. À l'avenir, répondit l'équipe en écho. Dehors, la ville continuait de bouger, indifférente au drame des riches. Mais à l'intérieur de la maison de verre, sous les lumières dorées, tout était exactement comme il se doit. Le traître était parti, le tyran était banni, et la femme qui avait été giflée était maintenant celle qui décidait qui pouvait rester pour le dessert. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous vous connectez en ce moment. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager votre lieu de résidence et vos réflexions sur la vengeance de Nathalie.